Personne ne voulait s'asseoir à côté du fils paralysé du milliardaire à la cafétéria, jusqu'à ce qu'une fillette sans abri de 7 ans l'aide. Mais ce qui se passe ensuite est choquant. Dites bonjour dans les commentaires et partagez d'où vous venez. Aimez et abonnez-vous pour voir plus de contenu émouvant comme celui-ci. La cafétéria de l'école primaire Lincoln bourdonnait d'activité alors que les enfants faisaient la queue avec leur plateau. Mais Nathan Turner, 6 ans, chancelait dangereusement sur ses béquilles, luttant pour équilibrer son plateau de déjeuner tout en se tenant debout. Son père, Richard Turner, le plus célèbre milliardaire de la technologie de Boston, avait insisté pour une école normale malgré la condition de Nathan. L'indépendance forge le caractère, avait-il dit ce matin-là, redressant le col de Nathan avant que le chauffeur ne le conduise à l'école. Les jambes de Nathan, affaiblies par une forme rare de dystrophie musculaire, tremblaient à chaque pas. Les autres enfants regardaient, mais détournaient rapidement le regard quand ils croisaient leurs yeux. Un espace vide apparaissait partout où il se déplaçait, comme si sa condition était contagieuse. « Puis-je m'asseoir ici » demanda Nathan à un groupe de garçons. Tommy Peterson, le chef de bande de la classe, fronça le nez. « Désolé, ces places sont prises. » Aucune des chaises vides autour de lui n'avait d'occupant, mais Nathan hocha la tête et continua son chemin, ses phalanges blanches serrant les poignets de ses béquilles. La surveillante de la cafétéria, Madame Clarkson, observait avec une expression troublée, mais ne fit rien. Les dons de la famille Turner avaient construit la nouvelle aile de la bibliothèque de l'école, et personne ne voulait causer de problème. Nathan s'approcha d'une autre table, la sueur perlait sur son front, son plateau dangereusement incliné. « Est-ce que ce siège ? » « Mes amis arrivent » l'interrompit une fille, bien qu'elle fût assise seule. C'est alors que cela se produisit. La béquille droite de Nathan glissa sur une flaque de lait renversée. Son plateau vola en l'air, envoyant des macaronis au fromage, des haricots verts et du lait chocolaté partout. Nathan s'écroula au sol, ses béquilles claquant à côté de lui. La cafétéria tomba silencieuse un instant terrible avant d'éclater de rire. « Regardez le riche maintenant » cria Tommy. Le visage de Nathan brûlait d'humiliation alors qu'il essayait de se relever, ses jambes affaiblies inutiles sous lui. Des enseignants se précipitèrent, mais quelqu'un d'autre arriva en premier. Une petite fille aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements trop amples pour sa mince silhouette s'agenouilla à côté de lui. « Je suis là » dit-elle doucement, l'aidant à s'asseoir. Elle commença à ramasser ses aliments éparpillés pendant que les enseignants dispersaient la foule de curieux. « Je m'appelle Lucy » dit-elle, posant ses béquilles à côté de lui. « Lucy Williams. Je suis nouvelle. J'ai commencé hier. » Nathan l'étudia attentivement. Ses baskets étaient usées aux orteils et son jean avait des patchs aux 2 genoux. « Je suis Nathan » répondit-il. Lucy jeta un coup d'œil aux enfants qui riaient. « Ce sont des idiots » déclara-t-elle avec une telle conviction que Nathan ne put s'empêcher de sourire. « Je vais te chercher un nouveau déjeuner » proposa Lucy en se levant. « Tu n'es pas obligé. »« Je veux. » Elle disparut vers la file du déjeuner, revenant quelques instants plus tard avec un nouveau plateau. « Où devrions-nous nous asseoir » Nathan désigna une table vide dans un coin. Personne ne s'y assied jamais. « Parfait, » dit Lucy. « J'aime les endroits calmes. » Depuis la porte de la cafétéria, Richard Turner regardait la scène se dérouler, son chauffeur l'ayant appelé au sujet de l'incident. Le milliardaire était arrivé s'attendant à trouver Nathan en larmes, prêt à le retirer de l'école et à trouver une autre solution. Au lieu de cela, il vit quelque chose d'inattendu, son fils souriant à une petite fille négligée qui avait montré plus de gentillesse que tous les enfants bien habillés réunis. « Qui est cet enfant » demanda Richard au directeur Morgan, qui s'était précipité pour le saluer. « Nouvelle élève, Lucy Williams » répondit le directeur nerveusement. « Inscrite via notre programme de sensibilisation communautaire. Elle est actuellement dans un logement temporaire au refuge de Westside. » Les yeux de Richard se plissèrent. « Sans abri ? » Sa mère est entre 2 situations, dit délicatement le directeur Morgan. Le refuge nous a contactés. La stabilité de l'éducation est cruciale dans ces cas. Richard regarda Lucy faire rire son fils, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. L'état de Nathan s'était aggravé après la mort de sa mère il y a 2 ans, comme si le chagrin avait accéléré son déclin physique. Les médecins avaient prévenu que la maladie le confinerait finalement à un fauteuil roulant, mais Richard avait refusé de l'accepter, poursuivant tous les traitements expérimentaux que l'argent pouvait acheter. Pourtant, voici cette fille qui n'avait rien, donnant à Nathan quelque chose que les milliards de Richard ne pouvaient pas acheter,
la normalité. Monsieur Turner, intervint le directeur Morgan, devrions-nous intervenir? Richard secoua lentement la tête. Non, dit-il, laissez-les faire. Ce que Richard Turner ne savait pas alors, en regardant le duo improbable partager leur déjeuner dans le coin de la cafétéria, c'est que ce moment allait changer non seulement la vie de Lucy, mais aussi la sienne d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Lucy Williams n'avait pas l'intention de devenir le héros de qui que ce soit. Elle avait passé ses 7 ans à apprendre à être invisible, une compétence utile quand on vit dans un refuge où les travailleurs sociaux posent trop de questions et où les autres enfants essaient de voler vos quelques possessions. Être remarqué signifiait généralement des problèmes. Le matin après avoir aidé Nathan, Lucy se réveilla sur son mince matelas de refuge avant l'aube. Sa mère, Diane, était déjà habillée pour son nouveau travail au restaurant, pressant un doux baiser sur le front de Lucy. « Sois sage à l'école aujourd'hui, Luz, murmura-t-elle. Ce travail pourrait être celui qui dure 6 mois et peut-être que nous pourrons nous permettre notre propre logement. » Lucy hocha la tête, ayant déjà entendu des promesses similaires. Elle s'habilla rapidement de sa tenue la plus propre, un jean avec un seul patch et un t-shirt bleu délavé donné par l'église, et se tressa ses propres cheveux, comme sa mère lui avait appris. Elle mangea le petit déjeuner gratuit à l'école, garda la moitié de son sandwich du déjeuner pour plus tard, et passa la récréation à chercher Nathan. Elle le trouva assis seul sur un banc, regardant les autres enfants jouer. « Salut, dit Lucy, s'asseyant à côté de lui. Tu veux jouer à quelque chose? Nathan eut l'air surpris. Tu veux toujours traîner avec moi? Pourquoi pas? Parce que, Nathan fit un geste vers ses béquilles. Je ne peux pas courir ou jouer au basket ou quoi que ce soit d'amusant. Lucy y réfléchit. Et alors? Je parie que tu peux toujours gagner à la bataille de pouces. Elle tendit la main, le pouce levé. À moins que tu n'aies peur que je te batte. L'esprit de compétition de Nathan s'alluma. Bientôt, ils furent engagés dans une intense bataille de pouces, riant tous les deux si fort qu'ils pouvaient à peine continuer. Ni l'un ni l'autre ne remarqua Richard Turner qui les observait depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, un téléphone pressé contre son oreille. « Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Diane et Lucy Williams, ordonna-t-il à son chef de la sécurité. Situation actuelle, antécédents, historique médical, tout, et je le veux pour le dîner. » À son bureau au centre-ville, Richard examina les informations que son équipe avait recueillies. Diane Williams, 32 ans, veuve, son mari étant décédé en Afghanistan il y a 5 ans. Les prestations militaires s'étaient épuisées. Les factures médicales du traitement du SSPT de son défunt mari l'avaient ruinée. Aucun soutien familial. Elle occupait actuellement 3 emplois à temps partiel tout en suivant des cours en ligne de facturation médicale. Lucy, excellente élève malgré 4 changements d'école en 2 ans, aucun problème de comportement. Les dossiers médicaux montraient des vaccins manqués et des soins dentaires retardés. Richard fronça les sourcils devant les photos prises par son équipe de sécurité, Lucy et sa mère quittant le refuge ce matin-là, Lucy portant les mêmes vêtements que la veille, sa mère l'air épuisée mais déterminée. Quelque chose dans la dignité de cette femme malgré sa situation lui rappela sa défunte épouse, Catherine. Ce soir-là, alors que Nathan se préparait à se coucher, Richard s'assit au bord du lit médicalisé personnalisé de son fils. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui? » « Bien, dit Nathan, arrangeant ses animaux en peluche, les derniers cadeaux de sa mère, dans leur ordre spécifique. Lucy et moi avons joué aux dames à la récréation. Elle est très intelligente, papa. Cette Lucy semble gentille. Elle l'est. Et elle ne me fait pas me sentir bizarre à cause de mes jambes. Elle dit que tout le monde a quelque chose de difficile. Richard hocha la tête pensivement. Nathan, aimerais-tu inviter Lucy à jouer un jour? Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. Vraiment? On pourrait avoir un rendez-vous ce week-end? Je vais voir ce que je peux faire, promit Richard. Après que Nathan se soit endormi, Richard téléphona au refuge de Westside. Le directeur était naturellement méfiant lorsque Richard Turner, dont le nom figurait sur la moitié des bâtiments du centre-ville de Boston, posa des questions sur une famille sans abri spécifique. Richard expliqua le lien de son fils avec Lucy, admettant qu'il les avait fait enquêter. Madame Williams travaille le soir au Joe's Dîner, révéla finalement le directeur. Si vous voulez lui parler, c'est là que vous la trouverez. 1 heure plus tard, Richard entra dans le restaurant, se sentant visiblement déplacé dans son costume sur mesure. Il repéra Diane Williams immédiatement.
Ses yeux ressemblaient à ceux de sa fille alors qu'elle servait efficacement les clients tout en gardant un sourire chaleureux. « Table pour un, monsieur » demanda-t-elle quand elle le remarqua. « En fait, » dit Richard. « J'espérais vous parler. Je suis Richard Turner. Mon fils Nathan va à l'école avec votre fille Lucie. » La reconnaissance traversa le visage de Diane, suivie d'une lassitude. « Tout va bien ? Lucie a-t-elle fait quelque chose de mal ? » Bien au contraire, la rassura Richard. Lucie a fait preuve d'une gentillesse extraordinaire envers Nathan hier. Il aimerait l'inviter à jouer ce week-end. Le soulagement remplaça l'inquiétude sur le visage de Diane. C'est très gentil, mais je travaille le week-end et je n'ai pas les moyens de payer une babysitter. Je comprends, dit Richard. Voudriez-vous prendre un café avec moi après votre service ? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Diane l'étudia d'un œil méfiant. Monsieur Turner, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, répondit Richard, bien que ce fût précisément son intention initiale. Quelque chose dans sa fière posture le fit reconsidérer. C'est une proposition commerciale pour vous et votre fille. Diane jeta un coup d'œil à son gérant, qui observait leur interaction avec intérêt. Mon service se termine à 23 heures. J'attendrai, dit Richard, s'installant dans une cabine et commandant un café. 3 heures plus tard, Diane glissa sur le siège en face de lui, ses cheveux attachés en une nouvelle queue de cheval, son uniforme de serveuse échangé contre un simple jean et un pull. Monsieur Turner, commença-t-elle. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je dois vous dire que Lucie et moi nous débrouillons. C'est difficile en ce moment, mais je travaille pour quelque chose de mieux. Richard hocha la tête. Je vous crois, mais je crois aussi en l'efficacité, Madame Williams. Et en ce moment, ni l'un ni l'autre d'entre nous n'opère à son efficacité maximale. Diane haussa un sourcil. Excusez-moi. J'ai un fils qui a besoin d'un ami, et vous avez une fille qui a été gentille avec lui. J'ai besoin d'aide domestique et vous avez besoin d'un logement stable. Je propose une solution qui résout tous ces problèmes. Que suggérez-vous exactement ? Demanda prudemment Diane. Ce que Richard suggérait allait choquer Diane et Lucie et mettre en mouvement des changements qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Vous voulez que je sois votre femme de ménage ? Diane Williams fixa Richard Turner de l'autre côté de la table du restaurant, son café intact. Et plus encore, précisa Richard. Ma gouvernante a récemment pris sa retraite après 20 ans. Le poste inclut la supervision du personnel, la gestion des opérations domestiques et la coordination des soins de Nathan lorsque je voyage. Le paquet de rémunération comprend un salaire compétitif, des avantages sociaux et, surtout, la maison d'amis sur ma propriété. L'expression de Diane se durcit. Donc votre fils aime ma fille, et votre solution est de m'engager comme votre servante. Employée, corrigea Richard. Une professionnelle bien rémunérée avec des compétences dont mon foyer a besoin. Quelles compétences ? Je suis serveuse avec la moitié d'un diplôme en facturation médicale. Vous élevez un enfant remarquablement compatissant tout en occupant plusieurs emplois et en poursuivant vos études. Vous gérez le temps, les ressources et les priorités avec une compétence exceptionnelle malgré des circonstances impossibles. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Diane croisa les bras. Pourquoi feriez-vous confiance à une étrangère pour votre maison et votre fils ? Je ne fais pas confiance facilement, Madame Williams. Mon équipe de sécurité a effectué une vérification approfondie des antécédents avant que je ne vous approche. Vous m'avez fait enquêter ? La voix de Diane s'éleva brusquement. Procédure standard pour quiconque pourrait travailler en étroite collaboration avec Nathan. L'expression de Richard s'adoucit légèrement. Écoutez, je comprends votre suspicion. À votre place, je ressentirais la même chose. Mais Nathan a une condition progressive qui nécessitera éventuellement des soins à temps plein. Il a besoin de cohérence, de compassion et de soutien pratique, des qualités que vous possédez clairement. Et Lucie ? Fait-elle aussi partie de cet arrangement ? Lucie serait la bienvenue chez nous à tout moment. La maison d'amis a 2 chambres et se trouve près d'excellentes écoles, mais cette offre d'emploi est valable, que nos enfants restent amis ou non. Diane l'étudia, pesant ses mots. J'aurais besoin de tout voir par écrit, contrat, description de poste, attente. Bien sûr, mon assistante vous le livrera demain pour examen. Je n'ai pas dit oui. Mais vous n'avez pas dit non, observa Richard.
Diane soupira, se frottant les tempes. Monsieur Turner, pourquoi moi, vraiment? Vous pourriez engager n'importe qui avec une réelle expérience. Richard considéra attentivement sa question. Parce que Nathan a souri quand Lucie l'a aidé. Il n'avait pas souri comme ça depuis la mort de sa mère. Pour Diane, la mention de la mère de Nathan changea quelque chose dans son expression. Cancer, il y a 2 ans. Je suis désolé, dit doucement Diane. Le père de Lucie a été tué en Afghanistan il y a 5 ans. Richard hocha la tête. Je sais. Un silence inconfortable s'étira entre eux avant que Diane ne prenne enfin la parole. Je vais regarder le contrat. C'est tout ce que je promets. 3 jours plus tard, Diane et Lucie se tenaient aux portes du domaine Turner, leurs quelques possessions emballées dans 2 sacs de voyage. Lucie serrait son lapin en peluche usée, les yeux écarquillés devant l'immense manoir. « Maman, allons-nous vraiment vivre ici » murmura Lucie. « Dans la maison d'amis » corrigea Diane, désignant un charmant cottage visible à travers les arbres, et seulement si l'arrangement convient à tout le monde. Les portes s'ouvrirent, et l'assistante de Richard, Meredith, les salua avec une chaleur professionnelle. Monsieur Turner et Nathan sont impatients de vous accueillir. Voulez-vous que je vous montre d'abord la maison d'amis, ou préférez-vous les rencontrer? Avant que Diane ne puisse répondre, la voix de Nathan appela « Lucie ?» Il descendait la rampe de la maison principale, se déplaçant prudemment sur ses béquilles, son père juste derrière. Lucie laissa tomber son sac de voyage et courut à la rencontre de son ami. « Ta maison est comme un château. » Nathan rayonna. « Attends de voir la salle de jeu. Papa a eu Mario Kart hier. Il a dit que tu pourrais aimer. » Richard s'approcha de Diane, lui tendant la main. « Bienvenue au domaine Turner. Je suis content que vous ayez décidé d'accepter mon offre. » Provisoirement, lui rappela Diane, lui serrant fermement la main. « Nous avons convenu d'un essai d'1 mois. » Bien sûr. Richard désigna la maison d'amis. « Voudriez-vous voir votre nouvelle maison? Je l'ai fait rénover la semaine dernière. » Rénover, répéta Diane. Le contrat ne mentionnait pas de rénovation. Richard haussa les épaules. Modifications mineures. Cuisine améliorée, nouveaux meubles, meilleure isolation, préparation standard pour le nouveau personnel. Les modifications mineures se sont avérées être une transformation complète. Le cottage avait été décoré professionnellement avec des meubles confortables et de haute qualité. La chambre de Lucie comprenait un lit mezzanine avec un bureau en dessous, des bibliothèques remplies de lectures adaptées à son âge et un petit coin artistique près de la fenêtre. La cuisine brillait avec de nouveaux appareils, et la salle de bain avait été équipée d'accessoires de luxe. « C'est trop », murmura Diane, passant sa main sur le comptoir en quartz lisse. « C'est approprié pour votre position », rétorqua Richard. La gouvernante devrait avoir des logements qui reflètent son importance pour la famille. Lucie avait déjà découvert le sac à dos sur son lit. « Maman, regarde !» Elle en sortit des fournitures scolaires, du matériel artistique et plusieurs nouvelles tenues avec les étiquettes toujours attachées. L'expression de Diane se crispa. « Monsieur Turner, un mot dehors, s'il vous plaît. » Sur le porche du cottage, Diane fit face à Richard, les yeux déterminés. « Nous avons convenu d'un emploi, pas de charité. Je ne laisserai pas Lucie penser que nous avons besoin de l'aide. Ce ne sont pas des aides. Ce sont des outils pour le travail, argumenta Richard. Lucie a besoin de vêtements appropriés pour accompagner Nathan à certaines fonctions. Les fournitures artistiques sont parce que Nathan a mentionné qu'elle aimait dessiner. Tout a un but, et ce but est l'efficacité, déclara Richard. Et le bonheur de Nathan. Diane étudia le milliardaire avec scepticisme. Est-ce vraiment tout ce dont il s'agit? L'expression de Richard resta impénétrable. De quoi d'autre s'agirait-il? À l'intérieur du cottage, Lucie et Nathan étaient déjà plongés dans une conversation, leur amitié reliant des mondes qui se croisaient rarement. Aucun des 2 enfants ne comprenait encore comment leur rencontre fortuite à la cafétéria avait mis en mouvement des forces puissantes, des forces qui allaient bientôt les tester tous d'une manière qu'aucun ne pouvait prédire. Le lendemain matin allait apporter le premier défi lorsque Lucie et Nathan arrivèrent à l'école ensemble dans la voiture avec chauffeur de Richard, transformant instantanément le statut social de Lucie et l'exposant à des opportunités et des dangers qu'elle n'avait jamais imaginés. Le premier jour où Lucie arriva à l'école primaire Lincoln dans la Bentley avec chauffeur de Richard Turner, les murmures se répandirent dans l'école comme une traînée de poudre.
Les enfants qu'il avait ignorés hier voulaient soudainement s'asseoir à côté d'elle au déjeuner. Les enseignants qu'il avait à peine reconnus se souvenaient maintenant de son nom. Tommy Peterson, qui s'était moqué de Nathan, les invita tous les deux à sa fête d'anniversaire. Que s'est-il passé? Demanda Lucie à Nathan alors qu'ils étaient assis dans leur coin habituel de la cafétéria. Tout le monde agit bizarrement. Nathan piqua un morceau de brocoli avec sa fourchette. C'est à cause de mon père. Les gens agissent toujours différemment quand ils découvrent qui il est. C'est stupide, déclara Lucie. Mais une petite partie d'elle comprenait. Elle était passée de vêtements rapiécés à un nouveau jean et un pull assorti, de transporter ses affaires dans un sac en papier à avoir un sac à dos monogrammé, d'invisible à soudainement très visible. Dans la classe, leur maîtresse, Madame Winters, annonça un projet spécial. Nous allons créer des arbres généalogiques pour en apprendre davantage sur notre héritage, expliqua-t-elle, distribuant de grandes affiches. Vous travaillerez dessus à la maison avec vos familles et les présenterez la semaine prochaine. L'estomac de Lucie se serra. Son arbre généalogique avait de nombreuses branches brisées. Elle connaissait peu de choses sur la famille de son père. Il était enfant unique et ses parents étaient décédés avant la naissance de Lucie. Sa mère parlait rarement de sa propre famille, sauf pour dire qu'ils avaient fait leur choix lorsqu'ils avaient rompu le contact après qu'elle ait épousé un soldat contre leur gré. Cet après-midi-là, lorsque Diane vint chercher les deux enfants à l'école, une partie de ses nouvelles fonctions consistait à gérer l'emploi du temps de Nathan. Lucie était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Diane alors qu'il se dirigeait vers la voiture où Nathan attendait avec son kinésithérapeute qui venait à l'école 3 fois par semaine. « Nous devons faire des arbres généalogiques, » dit doucement Lucie. « Tout le monde saura que nous n'avons pas beaucoup de famille. » Diane serra la main de sa fille. « Nous avons les uns les autres. C'est ce qui compte. » Au manoir Turner, Richard travaillait à domicile dans son bureau quand Diane lui apporta du thé, une petite courtoisie qu'elle avait ajoutée à ses fonctions après avoir remarqué qu'il oubliait souvent de manger ou de boire en travaillant. « Merci, » dit-il, levant les yeux de son ordinateur. « Comment vont les enfants ? » « Bien, la plupart du temps. » Lucie est inquiète à propos d'un projet d'arbre généalogique. Richard fronça les sourcils. Pourquoi cela l'inquiéterait-il ? Parce que notre arbre a de nombreuses branches vides, expliqua Diane. Mes parents m'ont renié quand j'ai épousé Greg. Ses parents sont décédés il y a des années. Il n'y a pas grand-chose à mettre sur une affiche. Richard réfléchit. Nathan aura le même problème. Catherine était fille unique et mes parents. Il s'interrompit. Vous n'en parlez pas, observa Diane. Non, je n'en parle pas, le ton de Richard indiquait clairement que le sujet était clos. Peut-être que les enfants pourraient travailler ensemble. Créer un arbre généalogique de famille choisie au lieu d'un arbre biologique. C'est une excellente idée, en fait, dit Diane. Je vais le leur suggérer. Plus tard ce soir-là, les enfants étalèrent leurs affiches sur le sol de la salle de jeu. Nathan avait écrit « Famille Turner-Williams » en haut, un geste qui arracha des larmes inattendues à Diane. « Qui va au milieu ?» demanda Lucie, arrangeant des photos. « Nous tous, » décida Nathan, « toi, moi, ta mère, mon père. Ensuite, nous pourrons ajouter d'autres personnes importantes comme Meredith et le docteur Thompson et Hector qui nous conduit à l'école. » Et mon père et ta mère dans une section spéciale, ajouta doucement Lucie. Nathan hocha solennellement la tête. Les gens qui veillent sur nous. Depuis l'embrasure de la porte, Richard observa leur collaboration avec intérêt. Les enfants se connaissaient depuis moins de 2 semaines, mais avaient noué un lien plus fort que de nombreuses amitiés de toute une vie. Lucie traitait le handicap de Nathan aussi naturellement que sa richesse, reconnaissant les deux sans laisser l'un ou l'autre le définir. Le week-end apporta un autre développement lorsque Diane découvrit que le calendrier des médicaments de Nathan était inutilement compliqué. « Monsieur Turner, » dit-elle, trouvant Richard dans son bureau à domicile. Nathan prend 8 médicaments différents à 6 moments différents. J'ai fait des recherches et consulté ses médecins. Nous pourrions consolider à 3 fois par jour sans affecter l'efficacité. Richard leva les yeux, surpris. Vous avez contacté ces médecins ? Il fait partie de mon travail de gérer ses soins efficacement, lui rappela Diane. J'ai préparé un nouveau calendrier proposé avec la documentation de son neurologue appuyant les changements. Richard examina ses notes méticuleuses. Ce serait plus facile pour lui et plus efficace. Un timing cohérent améliore les taux d'absorption pour les thérapies enzymatiques.
Vous avez fait des recherches sur sa condition? Diane hocha la tête. Bien sûr, je ne peux pas correctement prendre soin de Nathan sans comprendre ce dont il a besoin. Pour la première fois, Richard vit au-delà du rôle de Diane en tant que mère de Lucie ou son employé. Son intelligence et son dévouement étaient des qualités que Catherine aurait admirées, des qualités qu'il avait négligées lors de son évaluation initiale. Cette nuit-là, Richard ne put trouver le sommeil. Il erra jusqu'à son bureau à domicile, passant devant la chambre de Nathan, d'où une douce lumière s'échappait sous la porte. Inquiet, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Nathan n'était pas seul. Diane était assise près de son lit, lisant tranquillement Le Lion, La sorcière blanche et l'armoire magique. La machine respiratoire de Nathan ronronnait doucement en arrière-plan. Il a fait un cauchemar, expliqua Diane lorsqu'elle remarqua Richard. Le nouveau médicament provoque parfois des rêves vifs. Le médecin a dit que cela devrait passer dans quelques jours. Tu n'avais pas besoin de rester avec lui, dit Richard, bien que la gratitude colora son ton. Je sais, répondit simplement Diane, reprenant la lecture de l'histoire. Richard se retira, frappé par la domesticité inattendue de la scène. Au cours des mois qui s'étaient écoulés depuis que Diane et Lucie avaient emménagé dans la maison d'amis, de subtils changements avaient transformé la perfection froide du manoir. Des fleurs fraîches apparaissaient sur les tables. Les dîners traiteurs avaient été remplacés par des repas faits maison. L'équipement médical de Nathan, autrefois caché lorsqu'il n'était pas utilisé, avait maintenant des espaces désignés à la fois accessibles et esthétiquement intégrés. La maison donnait l'impression d'être habitée, comme un foyer plutôt qu'une vitrine, pour la première fois depuis la mort de Catherine. Le lendemain matin, Richard prit une décision. Il trouva Diane dans la cuisine en train de préparer les déjeuners des enfants. « Votre période d'essai se termine demain, commença-t-il. Diane se raidit. « Oui, je suis au courant. Je voudrais vous offrir un poste permanent avec une augmentation de salaire et un fonds universitaire pour Lucie. » Diane posa soigneusement le sandwich qu'elle était en train d'emballer sur le comptoir. « C'est très généreux. C'est une compensation appropriée pour un travail exceptionnel. Et si je refuse ? » Richard n'avait pas envisagé cette possibilité. « Pourquoi refuseriez-vous » Diane le regarda droit dans les yeux. « Parce que quelque chose change ici, monsieur Turner. Quelque chose qui dépasse l'employeur et l'employé. Je dois savoir ce que vous attendez de cet arrangement à long terme. » La question planait entre eux, forçant Richard à affronter des intentions qu'il n'avait pas entièrement reconnues, même à lui-même. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Nathan appela du couloir. « Papa, l'idée de l'arbre généalogique de Lucie est incroyable. Tu dois venir voir. » Le moment fut rompu, Richard et Diane se dirigèrent vers leurs enfants, les questions sans réponse assombrissant leurs pas. Ni l'un ni l'autre ne réalisaient que des événements étaient déjà en marche qui les forceraient bientôt à définir exactement ce qu'était devenu leur foyer inhabituel et ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. La première fois que Richard Turner et Diane Williams furent photographiés ensemble, aucun d'eux ne réalisa l'importance du moment. Ils assistaient au gala d'automne de l'hôpital pour enfants, Richard en tant que donateur majeur, Diane en tant que membre de son personnel domestique supervisant Nathan, qui avait été invité à présenter un prix. Lucie les accompagnait car séparer les enfants était devenu presque impossible. Un photographe mondain les a surpris descendant le grand escalier, Richard dans un smoking sur mesure, Diane élégante dans une robe bleu nuit empruntée à la collection de la défunte épouse de Richard, à son insistance malgré ses protestations, et les enfants vêtus de tenues de cérémonie complémentaires. Ils ressemblaient à une famille. La photo est apparue dans les pages mondaines de Boston le lendemain avec la légende « Le milliardaire Richard Turner présente sa nouvelle famille au gala de charité ». L'article spéculait sur la femme mystérieuse et la charmante jeune fille qui était soudainement apparue dans la vie du veuf reclus. Diane jeta le journal sur le bureau de Richard. « C'est exactement ce qui m'inquiétait. » Richard jeta à peine un coup d'œil au titre. « Ce sont des ragots insignifiants. Pas pour Lucie. Elle a demandé si nous allions nous marier parce que le journal disait que nous étions une famille. » Richard leva les yeux, son expression illisible. « Que lui as-tu dit ? » ?»« La vérité. Que je travaille pour vous. Nous ne sortons pas ensemble. Et que les journalistes font parfois des suppositions incorrectes. » Richard hocha la tête, reprenant son travail. « Bien. C'est réglé, alors. » Mais ce n'était pas réglé. Les photos circulèrent largement, atteignant des personnes du passé de Diane, y compris ses parents éloignés,
qui la contactèrent pour la première fois en 8 ans. L'appel arriva un mardi après-midi alors que Diane révisait les comptes du ménage. Elle ne reconnut pas le numéro, mais répondit professionnellement. Résidence Turner, Diane Williams, à l'appareil. Le silence qui suivit dura 3 battements de cœur avant que la voix de sa mère ne se fasse entendre. « Diane, c'est vraiment toi ?» La main de Diane se resserra autour du téléphone. « Maman, comment as-tu eu ce numéro ? Nous avons vu ta photo dans les pages mondaines avec ce milliardaire. » Et, sa mère hésita. « C'est Lucie ? Elle a tellement grandi. »« Que voulez-vous ? » demanda Diane, sa voix soigneusement contrôlée. « Nous aimerions vous voir toutes les deux. Ton père et moi avons beaucoup pensé à la famille ces derniers temps. La vie est trop courte pour les ruptures. La vie a été assez longue pour que vous manquiez 8 ans de la vie de votre petite fille, répondit froidement Diane. Y comprit les années que nous avons passées sans abri après la mort de Greg. Une autre pause. Nous ne savions pas que les choses étaient si difficiles. Tu n'as jamais tendu la main. J'ai appelé 17 fois après l'enterrement de Greg. Vous avez bloqué mon numéro. C'était une erreur, admit sa mère. Nous avons eu tort, mais nous aimerions faire amende honorable. Peut-être pourrions-nous venir vous rendre visite. Rencontrez votre employeur. L'emphase sur le dernier mot révéla le véritable intérêt de sa mère, confirmant les soupçons de Diane. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il s'agit de l'argent de Richard Turner. Ce n'est pas juste, Diane. Nous voulons vraiment nous reconnecter. Au revoir, maman. Ne rappelle plus. Diane mit fin à l'appel, ses mains tremblantes. Elle ne mentionna la conversation à personne, mais ce soir-là, Richard la trouva assise seule sur le porche de la maison d'amis, fixant l'obscurité. « Un problème avec les comptes du ménage ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Diane secoua la tête. « Affaire de famille ?» Richard attendit, respectant sa vie privée, mais offrant une compagnie silencieuse. Finalement, Diane parla. « Mes parents ont appelé aujourd'hui. Ils ont vu la photo du journal et veulent soudainement se réconcilier. C'est une bonne chose, non ? Non, ils ne s'intéressent ni à moi ni à Lucie. Ils s'intéressent à notre lien avec vous. » Richard comprit immédiatement. Ah, le tour du destin. Exactement. Après nous avoir rejetés pendant des années, soudain, nous sommes dignes d'être reconnus. Richard médita. Les gens sont prévisiblement décevants. Pas tout le monde, dit doucement Diane. Lucie ne me déçoit jamais. Nathan ne vous déçoit jamais. Ce sont des enfants. Donnez-leur du temps. Le cynisme dans son ton fit Diane se tourner vers lui. Est-ce vraiment ce que vous croyez, que tout le monde finit par vous décevoir ? Le silence de Richard fut une réponse suffisante. Que s'est-il passé avec vos parents ? demanda Diane, s'aventurant sur un terrain qu'elle avait soigneusement évité. Un instant, elle pensa qu'il ne répondrait pas, mon père était un joueur invétéré. Il a tout perdu quand j'avais 15 ans. Notre maison, les fonds pour l'université, même l'alliance de ma mère. Quand j'ai fait mon premier million à 23 ans, il est réapparu avec des opportunités d'investissement. Quand j'ai refusé, il a vendu des histoires sur moi aux tabloïds. Et votre mère l'a choisi à chaque fois. La voix de Richard contenait une vieille douleur. Elle est toujours avec lui quelque part en Floride. Ils envoient des cartes de Noël à Nathan chaque année, signées grand-mère et grand-père Turner. Je les renvoie non ouvertes. Je suis désolé, dit Diane. La famille devrait être meilleure que ça. Le sang ne garantit pas la loyauté. Les actions, oui. Richard se leva, visiblement mal à l'aise d'avoir tant révélé. Il se fait tard. Richard, dit Diane, l'arrêtant. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Merci de me l'avoir dit. Il hocha la tête une fois avant de retourner à la maison principale, laissant Diane s'interroger sur l'homme complexe derrière la façade du milliardaire. La semaine suivante apporta le bal annuel père-fille de l'école. Lucie ne l'avait pas mentionné, mais Diane trouva le dépliant froissé dans son sac à dos en faisant la lessive. Ce soir-là, elle frappa à la porte du bureau de Richard. « Avez-vous un instant ?» Richard désigna la chaise en face de son bureau. « Qu'avez-vous en tête ?»« Il y a un bal père-fille à l'école vendredi prochain. Lucie ne l'a pas mentionné, mais je sais qu'elle en est consciente. » Ah, Richard y réfléchit. « Voudrait-elle que je l'accompagne ?»
Ce ne serait pas inapproprié étant donné notre arrangement domestique. L'offre toucha Diane de manière inattendue. C'est très gentil, mais en fait, j'avais une autre idée. Nathan a mentionné vouloir assister à l'événement mère-fils au printemps, et j'ai pensé que je pourrais peut-être l'accompagner. Comme un arrangement réciproque, conclut Richard. Exactement. Les enfants ont formé leur propre unité familiale. Peut-être pourrions-nous soutenir cela tout en reconnaissant leur perte. Richard la regarda pensivement. C'est une solution élégante, mais êtes-vous à l'aise avec les implications? Quelles implications? Que nous créons des substituts pour leurs parents disparus. Diane n'avait pas considéré cette perspective. Je n'essaie pas de remplacer Catherine. Et je n'essaie pas de remplacer Greg, la rassura Richard. Mais d'autres feront des suppositions. Laissez-les, dit Diane avec une fermeté surprenante. Ce qui compte, c'est ce qui aide les enfants. Richard hocha lentement la tête. Je parlerai à Lucie demain. Si elle est à l'aise avec l'idée, je serai honoré de l'accompagner. Le soir du bal, Lucie sortit de sa chambre vêtue d'une robe rose pâle, ses cheveux soigneusement coiffés par Diane. Elle avait l'air nerveuse mais excitée alors que Richard l'attendait dans le salon de la maison d'amis, un petit corsage à la main. « Tu es magnifique, Lucie, dit-il formellement, s'agenouillant à sa hauteur. Me ferais-tu l'honneur de porter ceci ce soir? Les yeux de Lucie s'écarquillèrent devant les fleurs délicates. C'est si joli. Alors que Richard fixait soigneusement le corsage à son poignet, Lucie leva les yeux vers lui. Je sais que tu n'es pas mon vrai père, dit-elle avec sa franchise caractéristique. Mais je suis contente que tu sois mon faux père pour ce soir. Quelque chose changea dans l'expression de Richard, un adoucissement autour des yeux, un léger souffle coupé. Je suis content aussi, Lucie. De l'autre bout de la pièce, Diane observait l'interaction avec une émotion complexe qu'elle n'était pas prête à nommer. Nathan, assis à côté d'elle sur le canapé, lui tendit la main. Nous sommes un peu comme une famille maintenant, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Diane lui serra doucement la main. Nous sommes quelque chose de spécial, acquiesça-t-elle. Quelque chose que nous avons créé nous-mêmes. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que leur arrangement soigneusement construit était sur le point d'affronter sa plus grande épreuve, une épreuve qui les forcerait à décider ce que leur foyer non conventionnel signifiait vraiment, et ce qu'ils étaient prêts à risquer pour le préserver. La crise commença par un coup de téléphone de l'avocat de Richard, par un matin d'octobre vif, 6 mois après que Lucie et Diane eurent emménagé dans la maison d'amis. Richard était à New York pour des réunions d'affaires et Diane supervisait le petit déjeuner avant l'école lorsque son téléphone sonna. Madame Williams, ici Harold Griffith, l'avocat de Monsieur Turner. Richard est-il disponible? Il est à New York jusqu'à demain, répondit Diane, faisant signe à Nathan de finir ses œufs. Puis-je prendre un message? Une pause. C'est délicat. Les parents de Catherine ont demandé la garde de Nathan. Diane faillit laisser tomber le téléphone. Quoi? Pourquoi maintenant? Ils affirment que l'arrangement actuel est moralement inadapté à leur petit-fils. Ils ont des photos des enfants partageant une chambre lors de votre récent voyage au Hampton. Ils regardaient un film et se sont endormis, protesta Diane. Rien d'inapproprié. Je comprends, interrompit Harold. Mais ils dépeignent une image d'un arrangement de vie inadapté avec des enfants non apparentés en étroite proximité et Richard voyageant fréquemment. Ils affirment également que les soins médicaux de Nathan sont gérés par une personne non qualifiée. La main libre de Diane se serra en un point. J'ai consulté tous les spécialistes et mis en œuvre les protocoles exacts qu'ils ont recommandés. Je sais, mais les Crawford ont des ressources et de la détermination. Ils n'ont jamais approuvé l'orientation commerciale de Richard après la mort de Catherine, et ils cherchaient un levier. Cette situation de foyer inhabituelle leur a donné des munitions. Avez-vous joint Richard? Pas encore. Son assistante dit qu'il est en réunion toute la journée. Je vais le contacter, promit Diane. Que devons-nous faire en attendant? Procédez normalement. N'en discutez pas avec Nathan. Et Madame Williams, documentez tout. Les soins de Nathan, ses routines, ses progrès scolaires. Nous aurons besoin de preuves de stabilité. Après avoir raccroché, Diane resta figée dans la cuisine jusqu'à ce que Lucie lui tire la manche. Maman, nous allons être en retard pour l'école. Diane força un sourire. D'accord, allons-y. Tout au long du trajet jusqu'à l'école, l'esprit de Diane s'emballa. Elle n'avait jamais rencontré les parents de Catherine.
Richard les mentionnait rarement, sauf pour dire qu'il le blâmait de ne pas avoir cherché un traitement expérimental plus tôt lorsque Catherine était tombée malade. De retour à la maison, Diane essaya le numéro privé de Richard à plusieurs reprises avant de laisser un message vocal. « Richard, c'est urgent. S'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. » En soirée, toujours sans nouvelles de Richard, l'inquiétude de Diane avait grandi. Nathan demanda 2 fois pourquoi elle vérifiait constamment son téléphone. Lucie, perceptive comme toujours, sentit que quelque chose n'allait pas et resta près de sa mère. Juste après le coucher des enfants, le système de sécurité annonça une voiture à la grille. Diane se précipita vers les moniteurs, s'attendant à voir le véhicule de Richard. Au lieu de cela, une berline de luxe inconnue apparut à l'écran. La voix du garde se fit entendre par l'interphone. « Madame Williams, monsieur et madame Crawford demandent à entrer. Ils disent qu'ils sont les grands-parents de Nathan. » Le cœur de Diane s'emballa. Avait-il un rendez-vous? Non, madame. Ils insistent pour voir Nathan immédiatement. Dites-leur que monsieur Turner est absent et que les visiteurs doivent prendre rendez-vous. Nathan est déjà endormi. Sur le moniteur, Diane vit une élégante femme aux cheveux argentés sortir de la voiture, gesticulant avec colère. Un instant plus tard, la voix du garde revint. « Madame, ils menacent d'appeler la police si on ne leur permet pas de voir leur petit-fils. » Diane prit une décision en une fraction de seconde. « Laissez-les s'approcher de la maison principale. Je les rejoindrai à la porte. » Elle s'assura rapidement que les 2 enfants dormaient, puis se posta dans le hall. Lorsque la sonnette retentit, elle ouvrit pour faire face à un couple distingué d'une 60aine ou 70 ans. La ressemblance entre la femme et les photos de Catherine que Diane avait vues était indéniable. « Bonsoir, monsieur et madame Crawford. Je suis Diane Williams, la gouvernante. »« Nous savons qui vous êtes, » dit froidement madame Crawford. « Où est notre petit-fils ? » Nathan est endormi. Il a de la kinésithérapie tôt demain, et sa routine est médicalement importante. Monsieur Crawford s'avança. « Nous avons le droit de le voir. Nous sommes ses grands-parents. » Bien sûr, avec les arrangements appropriés. Monsieur Turner revient demain. Je suggère. Nous n'avons pas besoin de la permission de Richard, interrompit madame Crawford. Nous avons des inquiétudes concernant les soins de Nathan, et nous avons déjà impliqué les tribunaux. Diane garda son sang-froid. Je comprends. Cependant, perturber le sommeil de Nathan irait à l'encontre des ordres de son médecin. J'ai des dossiers détaillés de ses protocoles de soins si vous souhaitez les consulter. Des dossiers tenus par une ancienne femme sans abri sans qualification médicale, railla madame Crawford. La cruauté délibérée du commentaire révéla leur stratégie. Ils avaient minutieusement enquêté sur Diane. Mon passé ne nie pas ma compétence, répondit Diane calmement. Les médecins de Nathan peuvent confirmer que son état s'est considérablement stabilisé sous le plan de soins actuel. Son état ne se stabilisera jamais, dit amèrement monsieur Crawford. Il a besoin de soins spécialisés, pas d'un arrangement familial de fortune avec des étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers pour Nathan, déclara fermement Diane. Maintenant, je dois vous demander de partir. Toute préoccupation peut être traitée par les voies appropriées lorsque monsieur Turner reviendra. Les yeux de madame Crawford se plissèrent. Vous semblez très à l'aise de donner des ordres dans une maison qui n'est pas la vôtre. Assurer le bon fonctionnement de ce foyer est précisément mon travail, rétorqua Diane, y compris protéger la routine et l'intimité de Nathan. L'impasse aurait pu continuer sans une petite voix venant de l'escalier. Grand-mère, grand-père. Les 3 adultes se tournèrent pour voir Nathan sur le palier, s'appuyant lourdement sur la rampe au lieu d'utiliser ses béquilles. Nathan. Le ton de madame Crawford se transforma instantanément en une chaleur mielleuse. Chérie, tu nous as tellement manqué. Nathan eut l'air confus. Pourquoi êtes-vous ici si tard? Nous sommes venus te voir, mon cœur, expliqua madame Crawford, se dirigeant vers l'escalier. Nous étions inquiets. Diane intervint doucement. Nathan, tu devrais utiliser tes béquilles. Laisse-moi t'aider à retourner au lit, et tes grands-parents pourront te rendre visite correctement demain au retour de ton père. Mais, commença Nathan. Il est presque 22 heures, lui rappela doucement Diane. Tu te souviens ce que le docteur Thompson a dit sur le sommeil et l'efficacité de tes médicaments? Nathan hocha la tête à contre-cœur. Peux-tu monter avec moi, Diane? La simple requête,
montrant la confiance de Nathan en elle, ne passa pas inaperçue auprès des Crawford. Bien sûr, acquiesça Diane. Monsieur et Madame Crawford, si vous voulez bien nous excuser, vous êtes les bienvenus à revenir demain après-midi. Avant qu'il ne puisse protester, Diane montait déjà les escaliers, soutenant Nathan avec une douceur exercée qui témoignait de mois de soins. Madame Crawford leur cria, ce n'est pas fini, Madame Williams. Loin de là. Après avoir recouché Nathan, Diane vérifia Lucie, qui avait dormi pendant la confrontation, puis tenta de nouveau le numéro de Richard. Cette fois, il répondit. Diane, quelle est l'urgence? Les parents de Catherine poursuivent pour la garde de Nathan, expliqua-t-elle, gardant sa voix basse. Ils sont arrivés ce soir en exigeant de le voir. Le silence à l'autre bout dura si longtemps que Diane crut qu'ils avaient été coupés. Finalement, Richard parla, sa voix dangereusement calme. Qu'ont-ils dit exactement? Diane raconta la conversation mot pour mot, y compris leurs commentaires sur son passé. Je rentre ce soir, décida Richard. Mon jet est déjà prêt. Je devrais être là à minuit. Richard, il y a autre chose. Diane hésita. Ils ont spécifiquement mentionné notre arrangement familial inhabituel comme motif de leur plainte. Moi, Lucie, ils nous utilisent contre toi. Un autre silence. Je vois. Si notre présence complique les choses pour Nathan, Lucie et moi pouvons déménager temporairement pendant que cela se résout. Non. La réponse de Richard fut immédiate et énergique. C'est exactement ce qu'ils veulent. Perturber la vie de Nathan et suggérer une instabilité, nous ne leur donnons pas de munitions. Mais si nous sommes le problème. Vous n'êtes pas le problème, Diane. Vous faites partie de la solution. La voix de Richard s'adoucit légèrement. Nathan a besoin de toi, de vous deux. L'aveu planait entre eux, lourd d'implications qu'aucun n'était prêt à aborder. Nous allons trouver une solution, promit Richard. Ensemble. Après avoir raccroché, Diane s'assit seule dans la cuisine obscurcie, contemplant à quel point sa vie s'était inextricablement mêlée à celle des Turner. Ce qui avait commencé comme une opportunité d'emploi, une chance de sécurité après des années de vie précaire, avait évolué en quelque chose de beaucoup plus complexe. Nathan n'était plus seulement le fils de son employeur, mais un enfant qu'elle en était venue à aimer, et Richard n'était plus seulement son patron. Mais quoi exactement? Cette question devrait attendre. Pour l'instant, ils étaient confrontés à une menace pour le fragile bonheur que tous les quatre avaient trouvé. Les Crawford avaient clairement des ressources et de la détermination, et quelque chose de personnel animait leur intérêt soudain pour la garde de Nathan après 2 ans de contact minimal. Ce que Diane ne savait pas encore, c'est que leur poursuite en justice n'était que le premier acte d'un jeu bien plus vaste, un jeu qui forcerait Diane et Richard à affronter des sentiments qu'ils avaient soigneusement évité de reconnaître et à décider ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour leur famille non conventionnelle. Le jet privé de Richard Turner atterrit à minuit, et à minuit 30, il franchissait sa porte d'entrée, toujours en costume d'affaires, mais la cravate desserrée et les yeux durs de détermination. Diane attendait dans la cuisine, une cafetière en train de faire du café. « Comment va Nathan » furent ses premiers mots. Il dort paisiblement. La rencontre l'a bouleversé, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Richard hocha la tête, acceptant le café que Diane lui tendait. Raconte-moi tout à nouveau. Ne laisse rien de côté. Diane raconta la confrontation avec les Crawford avec une précision méticuleuse, y compris leurs menaces voilées et leurs commentaires sur ses antécédents. Pendant qu'elle parlait, l'expression de Richard s'assombrit. Il planifiait cela, conclut-il. Le timing est délibéré. Pourquoi maintenant? Après 2 ans. Richard posa sa tasse. Parce que le mois prochain, la Fondation Turner annonce sa nouvelle initiative de recherche médicale, un engagement de 200 millions de dollars pour la recherche sur la dystrophie musculaire. Les Crawford ont toujours cru que je n'avais pas fait assez pour Catherine quand elle était malade. C'est leur façon de contrôler les décisions médicales de Nathan et, par extension, l'orientation de ma fondation. Ils utiliseraient leur propre petit-fils comme levier? Diane était horrifiée. Ils croient le protéger, dit Richard avec une honnêteté surprenante. Ils n'ont jamais approuvé ma façon d'être parent. Trop de travail, trop de nounous, pas assez de structure familiale traditionnelle. Et maintenant, nous leur avons donné des munitions avec notre arrangement non conventionnel. Le regard de Richard croisa le sien. Oui,
ce qui signifie que nous avons deux options, mettre fin à votre emploi pour supprimer leur principale objection ou renforcer notre position. J'ai déjà proposé de partir temporairement. Je sais, mais cette solution ne satisfait personne, sauf les Crawford. Richard hésita. Il y a une autre option, mais elle est compliquée. Quelque chose dans son ton fit le cœur de Diane s'accélérer. Quelle option? Le mariage. Le mot planait entre eux comme une présence physique. Diane fixa Richard, certaine d'avoir mal entendu. Excusez-moi. Un mariage de convenance, précisa Richard, d'un ton professionnel. Cela transformerait notre foyer de moralement discutable à traditionnel. L'argument principal des Crawford s'effondrerait. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. C'est la solution la plus efficace. Diane se mit à faire les 100 pas dans la cuisine. Richard, nous ne pouvons pas nous marier par convenance. C'est pratique, termina-t-il. Cela résout plusieurs problèmes simultanément. Nathan garde son environnement domestique stable. Lucie continue son éducation à Lincoln. Vous gagnez un statut juridique concernant les soins de Nathan. Je conserve la garde de mon fils. Et que se passe-t-il lorsque cette bataille pour la garde se termine? Nous divorçons simplement? Richard hésita. Nous pourrions inclure des dispositions pour cette éventualité. Vous parlez de nos vies, de la vie de nos enfants, comme d'une fusion d'entreprises, parce que les émotions compliquent inutilement les choses. Les émotions sont tout l'enjeu, s'écria Diane. Le mariage, c'est l'amour et l'engagement, pas une stratégie juridique. L'expression de Richard resta impassible. De nombreux mariages tout au long de l'histoire étaient des alliances stratégiques. Au Moyen Âge. Nous sommes en 2025, Richard. Considérons cela logiquement. Non, interrompit fermement Diane. Je n'épouserai personne par convenance, pas même vous. Surtout pas vous. Quelque chose vacilla dans les yeux de Richard. Surtout pas moi. Dois-je être offensé? Vous devriez comprendre que je n'enseignerai pas à Lucie que le mariage est un arrangement commercial. Elle mérite mieux. Et ce que Nathan mérite? Rétorqua Richard. Un foyer stable où il s'épanouit pour la première fois depuis la mort de sa mère. La question frappa Diane comme un coup physique. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, dit Richard doucement. Mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Avant que Diane ne puisse répondre, une petite voix se fit entendre depuis le pas de la porte. Vous vous disputez? Ils se tournèrent pour trouver Lucie debout là, en pyjama, serrant son lapin en peluche. Non, ma chérie, dit rapidement Diane. Monsieur Turner et moi avons juste une discussion importante. Le regard perspicace de Lucie se posa sur eux. C'est à propos des grands-parents de Nathan? Je les ai entendus crier plus tôt. Richard échangea un regard avec Diane avant de s'adresser directement à Lucie. Oui, c'est ça. Les grands-parents de Nathan veulent l'emmener vivre avec eux. Diane fut surprise par son honnêteté, mais Lucie hocha simplement la tête comme si elle confirmait un soupçon. Parce qu'ils n'aiment pas que nous vivions ici. Cela en fait partie, reconnut Richard. Peuvent-ils vraiment l'emmener? Demanda Lucie, sa voix petite. Richard hésita. Ils essaient. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Bien, dit fermement Lucie. Parce que Nathan a besoin de nous. Il m'a dit que la maison de ses grands-parents a beaucoup d'escaliers et pas de rampe, et qu'ils ne savent pas comment l'aider avec sa machine respiratoire. Diane et Richard échangèrent des regards surpris. Les enfants avaient clairement discuté de plus de choses qu'ils ne l'avaient réalisé. Lucie, dit doucement Diane. Il est très tard. Allons te recoucher. Puis-je dormir dans la chambre de Nathan ce soir? Demanda Lucie sur la chaise, juste pour m'assurer que ses grands-parents ne reviennent pas. La demande innocente révéla à quel point les événements de la soirée l'avaient bouleversée. Diane regarda Richard, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Juste pour ce soir, acquiesça Diane. Laisse-moi te chercher une couverture. Après avoir installé Lucie dans le fauteuil confortable à côté du lit de Nathan, Diane revint trouver Richard fixant la fenêtre de la cuisine vers la maison d'amis. Elle veut le protéger, observa Richard. Ils se protègent mutuellement, corrigea Diane. Cela a toujours été ainsi depuis le premier jour à la cafétéria. Richard se tourna vers elle. Je m'excuse d'avoir suggéré le mariage si brusquement.
C'était insensible. C'était logique, concéda Diane, juste pas juste. Alors qu'est-ce qui est juste? Parce que les Crawford reviendront demain avec leurs avocats et nous avons besoin d'une stratégie. Diane y réfléchit attentivement. Nous les combattons honnêtement. Nous montrons que Nathan s'épanouit dans cet environnement, aussi non conventionnel soit-il. Ses médecins peuvent confirmer son état amélioré. Ses professeurs peuvent vérifier ses progrès scolaires et sociaux. Nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas, et qu'est-ce que nous sommes exactement, demanda Richard doucement. La question prit Diane au dépourvu. Nous sommes un foyer, un système de soutien pour deux enfants qui avaient besoin l'un de l'autre. Est-ce tout? Quelque chose dans son ton fit Diane le regarder plus attentivement. Pour la première fois, elle vit de l'incertitude dans l'expression de Richard Turner, une vulnérabilité que le milliardaire affichait rarement. Richard, que me demandes-tu? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et son expression se durcit. C'est Harold. Les Crawford l'ont sûrement appelé aussi. Le moment fut rompu, Richard répondit à l'appel, et leur conversation revint aux stratégies juridiques et à la préparation de la confrontation du lendemain. Mais la question tacite planait entre eux, ajoutant une autre couche de complexité à une situation déjà précaire. Aucun des deux ne remarqua Lucie qui les observait depuis l'ombre du couloir, son jeune esprit absorbant bien plus qu'il ne le réalisait, et formant un plan bien à elle. Le lendemain matin, un chaos contrôlé régnait au domaine Turner. L'avocat de Richard arriva tôt, accompagné d'un spécialiste des affaires familiales et d'un psychologue pour enfants. Nathan, sentant la tension, devint plus silencieux que d'habitude, tandis que Lucie observait tout avec des yeux attentifs. Diane maintint les routines du foyer avec une normalité délibérée, petit déjeuner à 7h, médicaments à 7h30, préparation pour l'école à 8h. Richard resta isolé avec les avocats dans son bureau jusqu'à ce que Nathan apparaisse dans l'embrasure de la porte, habillé pour l'école, mais serrant ses béquilles à pleine main. « Papa. Grand-mère et grand-père vont-ils m'emmener » Le silence s'abattit dans la pièce. Richard congédia immédiatement les avocats et fit signe à son fils d'avancer. « Viens ici, mon grand. » Nathan se déplaça prudemment aux côtés de son père. Richard le prit sur ses genoux, chose qu'il faisait moins fréquemment maintenant que Nathan grandissait, mais qui procurait encore au garçon un immense réconfort. « Tes grands-parents veulent que tu vives avec eux, » expliqua Richard honnêtement. « Mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de mieux pour toi. »« Qu'en penses-tu » Le front de Nathan se plissa de concentration. « Je veux rester ici avec toi, Diane et Lucie. »« Alors c'est pour ça que nous nous battrons. » Mais grand-mère a dit, « Tu travailles toujours et tu n'as pas de temps pour moi. » Richard tressaillit devant le coup direct. « Je travaille beaucoup, reconnut-il. »« C'est vrai. Mais j'essaie de faire mieux, n'est-ce pas ?» Nathan hocha la tête. « Depuis que Lucie et Diane sont arrivées, tu dînes avec nous presque tous les soirs, et tu es venu à ma séance de thérapie la semaine dernière. » C'est vrai, et je vais continuer à faire des efforts pour être plus présent. Richard hésita. « Nathan, te sens-tu en sécurité et heureux ici ? » Oui, répondit Nathan sans hésitation. Lucie est ma meilleure amie. Diane sait exactement comment m'aider quand mes jambes me font mal. Et tu es mon père. La simple déclaration contenait tout ce qui importait. Richard serra son fils dans ses bras. Alors c'est ce que je dirai au juge. Maintenant, tu devrais aller à l'école. Hector t'attend. Après le départ de Nathan pour l'école, avec Lucie le protégeant à ses côtés, Richard rejoignit les avocats. Nathan reste ici, déclara-t-il sèchement. Quoi qu'il en coûte. Harold Griffith, l'avocat de longue date de Richard, sembla troublé. Richard, les Crawford ont une influence considérable. La juge Montgomery a géré les affaires successorales de Catherine et leur est favorable. Ils dépeignent Madame Williams comme une opportuniste qui utilise sa fille pour s'intégrer à votre foyer. C'est absurde, claqua Richard. Diane est la gouvernante la plus qualifiée que nous ayons jamais eue. Les médecins de Nathan confirment que son état s'est stabilisé sous son régime de soins. Ce qui nous amène à un autre problème, intervint le spécialiste du tribunal de la famille. Les Crawford remettent en question les qualifications de Madame Williams pour gérer les besoins médicaux de Nathan. Ils ont soumis une déclaration du docteur Franklin du Massachusetts General suggérant que Nathan devrait être sous des soins spécialisés. Franklin. Richard fronça les sourcils. Il n'a pas traité Nathan depuis plus d'1 an.
Nous sommes passés à l'approche thérapeutique intégrée du Dr Thompson sur recommandation de la Cleveland Clinic. Néanmoins, cela soulève des questions sur la prise de décision médicale. Les Crawford soutiennent que vous avez délégué des décisions de soins critiques à une employée non qualifiée. La patience de Richard s'évapora. Ça suffit. Je veux une déclaration de chaque membre de l'équipe médicale actuelle de Nathan. Je veux que ces professeurs fournissent des bulletins de progrès. Je veux un témoignage de ces kinésithérapeutes sur ces améliorations, et je veux tout cela pour l'audience de cet après-midi. Richard, dit Harold prudemment, il y a toujours la question de l'arrangement de vie inhabituel. Les Crawford insisteront sur le fait que vous avez essentiellement créé une pseudo-famille sans la stabilité des liens légaux. La stabilité est là, insista Richard. La définition légale est sans importance. Pas pour le tribunal de la famille, rétorqua le spécialiste. Les structures familiales traditionnelles ont toujours un poids important. La mâchoire de Richard se crispa. Alors nous démontrons que notre arrangement non traditionnel offre de meilleurs résultats pour Nathan que leur arrangement traditionnel. Les avocats échangèrent des regards sceptiques, mais ne discutèrent pas davantage. À midi, Richard trouva Diane dans la cuisine, préparant le déjeuner pour le retour de l'école cet après-midi. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression interrogative. L'audience est à 15 heures, l'informa Teil. Les avocats des Crawford ont demandé que Nathan et Lucy soient tous deux interrogés par le curateur ad litem désigné par le tribunal. Diane posa le couteau qu'elle utilisait. Ils entraînent Lucy là-dedans? Ils suggèrent que sa présence dans la vie de Nathan est problématique en raison du manque de relations formelles entre nous, c'est-à-dire vous et moi. Les yeux de Diane lancèrent des éclairs. Lucy n'a été que positive pour Nathan. Elle est la première vraie amie qu'il ait jamais eue. Je le sais. Mais les Crawford dépeignent une image différente, suggérant une proximité inappropriée, des frontières floues et une confusion potentielle sur les rôles familiaux. C'est ridicule. Les enfants comprennent parfaitement notre arrangement. Richard hésita. Le comprennent-ils? Hier soir, Lucy a demandé à protéger Nathan de ses grands-parents. Cela suggère qu'elle ressent une responsabilité qui va au-delà de l'amitié. Parce qu'elle se soucie de lui, rétorqua Diane. C'est un lien humain, pas une confusion. Je suis d'accord, mais devant les tribunaux, ces distinctions comptent. Richard passa une main dans ses cheveux, un rare signe de frustration. Diane, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin d'une réponse honnête. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Bien sûr. Si le tribunal tranche en faveur des Crawford, est-ce que vous et Lucy iriez avec Nathan, si j'arrangeais des postes pour vous au sein du foyer des Crawford? La question prit Diane complètement au dépourvu. Vous nous enverriez travailler pour les gens qui essaient de vous prendre votre fils? Si cela signifiait que Nathan garde le système de soutien dont il a besoin, oui. La voix de Richard était tendue. Je ferais n'importe quoi pour maintenir sa stabilité et son bonheur. Diane l'étudia avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas l'homme d'affaires calculateur qui parlait, mais un père désespéré de protéger son enfant. Oui, dit-elle finalement. Si c'est ce dont Nathan avait besoin, nous irions. Mais Richard, cela n'arrivera pas. Nous allons gagner. Avant que Richard ne puisse répondre, son téléphone sonna avec un message. Il le vérifia, son expression s'assombrissant. Les Crawford sont à l'école, tentant de récupérer Nathan plus tôt pour un déjeuner familial avant l'audience. Peuvent-ils faire ça? Non. J'ai déjà appelé le directeur. La sécurité est en train de les escorter hors du campus. Richard attrapa ses clés. J'y vais maintenant. Je viens avec vous, dit Diane, attrapant déjà son manteau. Le trajet jusqu'à l'école primaire Lincoln se déroula dans un silence tendu. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent la berline de luxe des Crawford toujours sur le parking et le directeur Morgan attendant anxieusement à l'entrée. Monsieur Turner, Madame Williams, les salua T.L. La situation est sous contrôle. Nathan et Lucy sont dans mon bureau. Ils trouvèrent Nathan et Lucy assis près l'un de l'autre, tous deux effrayés. Lucy tenait son bras protecteur autour des épaules de Nathan. Papa, Diane. Le soulagement de Nathan était palpable. Grand-mère et grand-père ont dit que tu les avais envoyés me chercher, mais je savais que tu ne ferais pas ça sans le dire à Diane ou à Hector. Richard s'agenouilla à côté de son fils. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Personne ne te récupère sans confirmation directe de ma part ou de celle de Diane.
Lucie prit la parole, sa voix petite mais déterminée. J'ai dit à la secrétaire de ne pas les laisser prendre Nathan. Elle a appelé le directeur Morgan tout de suite. Merci, Lucie, dit gravement Richard. Tu as été très courageuse. Nous sommes une famille, dit simplement Lucie. Nous nous protégeons les uns les autres. Les mots planèrent dans l'air, portant plus de poids que l'enfant ne pouvait le comprendre. Richard et Diane échangèrent un regard qui contenait toute une conversation. Oui, acquiesça Richard, sa voix inhabituellement douce. Nous le faisons. 2 heures plus tard, ils étaient assis au tribunal de la famille, les Crawford et leurs avocats d'un côté de la salle, Richard, Diane et leur équipe juridique de l'autre. Nathan et Lucie attendaient dehors avec le curateur ad litem désigné par le tribunal, ignorant que leur avenir en tant que foyer était en jeu. La juge Montgomery, une femme sévère d'une 60aine d'années, examina les dossiers avec une précision méthodique. Il s'agit d'une affaire inhabituelle, nota-t-elle. Les grands-parents demandant la garde à un parent apte font généralement face à des obstacles importants. Monsieur et Madame Crawford, votre requête repose en grande partie sur l'affirmation que Monsieur Turner a créé un environnement de vie inapproprié. Pourriez-vous élaborer? L'avocat des Crawford se leva. Votre honneur, Monsieur Turner a essentiellement créé une pseudo-famille sans protection légale ni relation définie. Son fils est principalement pris en charge par Madame Williams, qui n'a aucune formation formelle pour gérer ses besoins médicaux complexes. Les enfants, bien que non apparentés, ont développé un lien inhabituellement étroit qui brouille les limites appropriées. Cet arrangement manque de la stabilité que Nathan exige. Et vous croyez pouvoir assurer cette stabilité? La juge demanda directement aux Crawford. Nous pourrions offrir un environnement familial traditionnel, répondit Madame Crawford avec assurance. Avec des routines cohérentes, des relations appropriées et l'accès aux meilleurs soins médicaux que Boston puisse offrir. La juge Montgomery se tourna vers l'équipe de Richard. Votre réponse, Monsieur Griffith. Harold se leva. Votre honneur, la requête des Crawford méconnaît fondamentalement ce qui constitue la stabilité pour un enfant. Nathan Turner s'épanouit dans son environnement actuel. Son état médical s'est considérablement stabilisé au cours des 6 derniers mois, coïncidant précisément avec l'arrangement domestique actuel. Ses performances scolaires se sont améliorées. Plus important encore, il a noué une véritable amitié qui lui apporte un développement social crucial, que son état limité auparavant. Concernant les qualifications de Madame Williams, continua Harold, nous avons soumis des déclarations de toute l'équipe médicale de Nathan, confirmant qu'elle maîtrise ses protocoles de soins et les met en œuvre avec une attention exceptionnelle aux détails. Le docteur Thompson note spécifiquement que l'amélioration de l'état de Nathan est directement corrélée à la cohérence que Madame Williams a apportée à ses routines quotidiennes. Les arguments se poursuivirent pendant une autre heure, les experts des 2 parties présentant des points de vue contradictoires sur ce qui constituait un foyer approprié pour un enfant ayant les besoins de Nathan. Tout au long de cela, Richard resta extérieurement calme, bien que Diane pût voir la tension dans sa mâchoire et ses épaules. Finalement, la juge Montgomery décréta une brève pause avant d'interroger les enfants. Alors qu'ils attendaient dans le couloir, Richard se tourna vers Diane. Quoi qu'il arrive, dit-il doucement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Nathan. Quelque chose dans son ton l'alarma. On dirait que vous abandonnez. Je suis réaliste. Le système favorise les structures familiales traditionnelles. Depuis quand Richard Turner laisse-t-il les systèmes dicter ses actions, défia Diane. Vous avez bâti toute votre carrière sur la modification de systèmes qui ne fonctionnent pas. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. C'est vrai, mais ce n'est pas des affaires. Non, acquiesça Diane. C'est plus important. Avant que Richard ne puisse répondre, l'huissier les rappela dans la salle d'audience. La phase suivante allait déterminer si leur famille non conventionnelle resterait intacte ou si les liens qu'ils avaient noués seraient légalement rompus pour toujours. La salle d'audience était silencieuse tandis que la juge Montgomery révisait ses notes une dernière fois avant de rendre sa décision. Richard était assis très droit, son expression soigneusement neutre, malgré le tumulte que Diane savait qu'il devait ressentir. Les Crawford avaient l'air confiants, Madame Crawford affichant déjà un sourire triomphant qui serra l'estomac de Diane. En ce qui concerne la garde de Nathan Turner, commença la juge Montgomery, j'ai soigneusement examiné tous les témoignages, y compris les entretiens avec les enfants mineurs impliqués, et les avis d'experts concernant les besoins médicaux de Nathan. Elle regarda directement Richard. Monsieur Turner, bien que votre dévouement au bien-être de votre fils soit évident,
le tribunal doit déterminer si l'arrangement domestique actuel sert ses meilleurs intérêts. La nature non conventionnelle de votre situation familiale soulève des questions légitimes sur la stabilité et les limites appropriées. La mâchoire de Richard se crispa presque imperceptiblement. Diane lutta contre l'envie de lui prendre la main. Monsieur et Madame Crawford, poursuivit la juge, se tournant vers les grands-parents de Nathan. Votre préoccupation pour votre petit-fils est louable. Cependant, votre requête repose fortement sur les structures familiales traditionnelles plutôt que sur un bénéfice démontrable pour Nathan lui-même. Les sourires des Crawford faiblirent légèrement. La considération première de ce tribunal doit être le bien-être de Nathan, physique, émotionnel et développemental. Les preuves montrent que l'état médical de Nathan s'est considérablement stabilisé au cours des 6 derniers mois, coïncidant précisément avec l'arrangement domestique actuel. Ses performances scolaires se sont améliorées. Son développement social, auparavant limité par son état, a prospéré grâce à son amitié avec Lucy Williams. La juge Montgomery mélangea ses papiers. Le plus convaincant, cependant, furent les propres déclarations de Nathan lors de notre entretien. Il a décrit avec une clarté remarquable pour un enfant de son âge les façons spécifiques dont son environnement actuel soutient ses besoins. Il a exprimé se sentir en sécurité, normal et heureux dans le foyer que M. Turner a établi. Elle regarda directement les Crawford. Bien que je comprenne vos préoccupations concernant les structures familiales non traditionnelles, la preuve des résultats positifs pour Nathan est irréfutable. Par conséquent, je rejette votre requête en garde. Un soulagement submergea Diane si puissamment qu'elle se sentit momentanément étourdie. Richard resta parfaitement immobile, seule la légère détente de ses épaules indiquant qu'il avait entendu la décision. Cependant, poursuivit la juge Montgomery, j'impose certaines conditions pour assurer la stabilité continue de Nathan. Premièrement, le poste de Madame Williams en tant que gouvernante doit être officialisé avec des qualifications appropriées en gestion des soins pédiatriques. Deuxièmement, des limites claires concernant la prise de décision médicale doivent être établies, M. Turner conservant l'autorité principale tout en déléguant la mise en œuvre quotidienne à Madame Williams. Troisièmement, des examens trimestriels des progrès de Nathan seront soumis à ce tribunal pendant la prochaine année pour assurer un développement positif continu. La juge regarda directement Richard. Monsieur Turner, bien que je tranche en votre faveur aujourd'hui, je vous encourage fortement à envisager d'officialiser les relations au sein de votre foyer d'une manière légale, que ce soit par des contrats de travail permanents avec des avantages appropriés pour Madame Williams et des fonds d'études pour Lucy ou par d'autres arrangements légaux qui assurent une sécurité à long terme pour toutes les personnes impliquées. Sur ce, la juge Montgomery referma son dossier. Cette affaire est close. L'audience est levée. Les Crawford se regroupèrent immédiatement avec leurs avocats, Madame Crawford tamponnant des larmes avec un mouchoir brodé. Richard se tourna vers Diane, son expression un mélange complexe de soulagement et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait identifier. « Nous avons gagné », dit-il simplement. « Nous avons gagné », acquiesça Diane, surprise par l'émotion qui lui serrait la gorge. Les enfants seront ravis. L'avocat de Richard s'approcha avec des félicitations et des détails sur la mise en œuvre des conditions du tribunal. Au moment où ils eurent fini de discuter de la logistique, les Crawford étaient partis et la salle d'audience était presque vide. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Richard semblait perdu dans ses pensées. La juge avait raison, dit-il finalement. À propos de quoi, précisément? À propos de formaliser les arrangements, d'assurer la sécurité. Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face directement. Diane, hier soir, nous avons été interrompus avant que je puisse répondre à ce que vous avez dit. Diane sentit ses joues rougir au souvenir. Richard, vous n'avez pas besoin de... Si, j'en ai besoin, insista-t-il. Parce que j'ai passé 6 mois à traiter cela comme un arrangement commercial alors que c'est devenu autre chose il y a longtemps. La vérité, c'est que je tiens à vous, aussi. Pas comme une employée, pas comme la mère de Lucy, mais comme vous. L'aveu, prononcé sur le même ton direct que Richard utiliserait pour annoncer des résultats trimestriels, fit néanmoins battre le cœur de Diane. Richard, nous venons de traverser une bataille émotionnelle pour la garde. Ce n'est pas le moment pour des déclarations qui changent la vie. Alors, quand est le moment? La semaine prochaine? Le mois prochain? Une autre crise. Richard secoua la tête. J'ai passé 2 ans depuis la mort de Catherine à me concentrer sur les besoins physiques de Nathan tout en négligeant ses besoins émotionnels. Je ne ferai pas la même erreur avec mes propres sentiments.
Avant que Diane ne puisse répondre, le téléphone de Richard sonna. L'école appelait. Nathan était tombé pendant son cours de sport et devait être récupéré. La conversation personnelle fut de nouveau reportée alors qu'il reprenait le rôle de soignant de Nathan. À l'école, ils trouvèrent Nathan à l'infirmerie avec une entorse à la cheville et la fierté blessée. Lucie était assise à côté de lui, tenant une poche de glace sur sa cheville tout en racontant une histoire fantastique sur un guerrier aux béquilles magiques, essayant clairement de le distraire de la douleur. « Papa, Diane. » Nathan leva les yeux avec anxiété. « Avez-vous gagné? Est-ce que je peux rester à la maison? » « Oui, nous avons gagné, » confirma Richard, s'agenouillant à côté de son fils. Tout reste tel quel. Le soulagement sur les visages des deux enfants était palpable. Lucie jeta ses bras autour de Diane tandis que Nathan se blotta dans l'étreinte de son père. « Je savais que tu réglerais tout, » dit Nathan avec confiance. « Tu règles toujours tout, papa. » Sur le chemin du retour, le fauteuil roulant de Nathan plié dans le coffre et les deux enfants bavardant avec enthousiasme sur la banquette arrière, Richard jeta un coup d'œil à Diane. « Nous devrions célébrer ce soir, » suggéra-t-il. « Un dîner spécial, tout ce que les enfants veulent. »« Pizza » appela immédiatement Nathan depuis l'arrière. « Avec des coupes glacées pour le dessert » ajouta Lucie. Richard rit, un son si rare qu'il les fit tous se tourner pour le regarder avec surprise. « Pizza et crème glacée, c'est noté. » Ce soir-là, entourés de boîtes de pizza vides et de bols de crème glacée, ils s'assirent tous les quatre dans la salle de cinéma pour regarder un film que les enfants avaient choisi. Nathan et Lucie avaient construit une cabane de couverture sur le sol, créant un petit monde qui s'adaptait à la mobilité limitée de Nathan tout en nourrissant leur imagination commune. Richard et Diane étaient assis sur le canapé derrière eux, observant les enfants plus que le film. À mi-chemin, la main de Richard trouva celle de Diane dans l'obscurité, leurs doigts s'entrelaçant dans un geste qui semblait à la fois nouveau et inévitable. « Ils ont l'air heureux », murmura Richard. « Ils sont heureux », confirma Diane. « Nous le sommes tous. » Alors que le film se terminait et que les enfants commençaient à négocier pour seulement 10 minutes de plus avant le coucher, le téléphone de Richard sonna. Il regarda l'écran, fronçant les sourcils. « C'est le bureau de Tokyo. Je dois prendre ça. » Diane hocha la tête, se levant déjà pour guider les enfants vers leur routine du coucher. C'était leur schéma familier, Richard gérant les affaires tandis que Diane s'occupait du foyer. Mais ce soir, alors que Richard s'éloignait pour prendre l'appel, elle se demanda si leur rôle soigneusement défini ne changeait pas. Plus tard, après que les enfants se furent endormis, Diane partit à la recherche de Richard et le trouva sur la terrasse, fixant le ciel nocturne. « Tout va bien avec Tokyo ?» demanda-t-elle, le rejoignant près de la balustrade. « Juste un retard de fabrication. Rien de critique. » Richard se tourna vers elle. « Diane, à propos de ce que j'ai dit plus tôt. »« Richard, vous n'avez pas besoin de... » »« S'il vous plaît, » l'interrompit-il doucement. « Laissez-moi finir. Quand Catherine est morte, j'ai pensé que cette partie de ma vie était terminée. Je me suis entièrement concentré sur Nathan et l'entreprise parce que c'était des problèmes simples que je pouvais résoudre avec des ressources et de la détermination. » Il prit une profonde inspiration. Puis vous et Lucie êtes arrivés et soudain cette maison est redevenue un foyer. Nathan a recommencé à rire. Je me suis surpris à attendre avec impatience les conversations du dîner et les activités du week-end. J'ai commencé à déléguer davantage au travail pour rentrer plus tôt. C'est naturel quand on a de l'aide avec Nathan, argua Diane. C'est plus que ça, insista Richard. C'est toi. Ta perspective, ta force, la façon dont tu vois des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes, la façon dont tu n'as jamais été intimidé par ma richesse ou ma position. Il s'approcha. La juge avait raison. Nous devrions formaliser notre arrangement, mais pas avec des contrats d'emploi ou des fonds d'études. Richard, dit prudemment Diane, que dites-vous? Je dis que je veux que nous soyons une vraie famille, légalement, officiellement, complètement. Pas pour les tribunaux ou les Crawford ou même pour les enfants. Pour nous. Le cœur de Diane s'emballa. Êtes-vous en train de me demander en mariage? Inefficacement et maladroitement, oui. Richard prit ses mains dans les siennes. Je n'offre pas un arrangement commercial ou un mariage de convenance. J'offre tout, mon cœur, ma confiance, mon avenir. Parce que quelque part entre ce premier jour à la cafétéria et la décision de garde d'aujourd'hui, je suis tombé amoureux de vous. La déclaration,
si simple et pourtant si profonde, laissa Diane momentanément sans voix. Quand elle retrouva enfin sa voix, elle posa la question la plus importante. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas de la gratitude pour avoir aidé Nathan ou du soulagement d'avoir gagné l'affaire ?»« J'en suis sûr, » dit Richard fermement. « J'ai analysé cette décision plus minutieusement que toute fusion d'entreprise. » Un sourire effleura les lèvres de Diane. « Vous aborderiez l'amour comme une décision commerciale. » Vieilles habitudes, reconnut Richard avec un petit sourire. Mais la conclusion est basée sur des données émotionnelles, pas sur des projections financières. Des données émotionnelles. Ce que je ressens quand vous entrez dans une pièce. À quel point vous me manquez quand vous n'êtes pas là. À quelle fréquence je me surprends à vouloir partager des pensées avec vous que je n'ai jamais partagées avec personne. La voix de Richard s'adoucit. Le fait que pour la première fois depuis la mort de Catherine, je puisse imaginer un avenir rempli de plus que du travail et des obligations. Les yeux de Diane se remplirent de larmes inattendues. Je combats ces sentiments depuis des mois, admit-elle, me disant que c'était inapproprié, que vous étiez mon employeur, que mêler affaires et questions personnelles finissaient toujours mal. Et maintenant je me demande si certains risques valent la peine d'être pris. Elle s'approcha, réduisant la distance entre eux. Je vous aime aussi, Richard. Pas le milliardaire ou le père de Nathan, mais l'homme qui vérifie les 2 enfants avant d'aller se coucher chaque nuit. L'homme qui a appris à faire le chocolat chaud préféré de Lucie. L'homme qui essaie si fort d'être le père dont Nathan a besoin. Les bras de Richard l'entourèrent, la serrant encore plus. Est-ce un oui? C'est un oui, confirma Diane, mais avec des conditions. Je n'attendrai rien de moins de vous, dit Richard, ses yeux plissés d'amusement. Nommez-les. Nous y allons doucement. Nous le dirons aux enfants ensemble, et surtout, Diane le regarda fermement. Je poursuis mes études et je maintiens mon identité professionnelle. Je ne serai pas définie uniquement comme l'épouse de Richard Turner. D'accord sur tous les points, dit Richard sans hésitation. Autre chose? Oui, dit Diane, glissant ses bras autour de son cou. Embrasse-moi, Richard. Pas comme votre employé ou votre ami, mais comme la femme que vous aimez. Alors que leurs lèvres se rencontraient dans leur premier baiser, aucun d'eux ne remarqua les 2 petites silhouettes qui les observaient depuis une fenêtre à l'étage. Lucie et Nathan se frappant dans les mains en silence avant de retourner dans leur chambre, satisfaits que leur propre plan secret ait finalement réussi. Il quoi? Diane regarda sa fille avec incrédulité au petit déjeuner le lendemain matin. Lucie venait de mentionner nonchalamment qu'elle et Nathan complotaient pour réunir leurs parents depuis des mois. Nous avons fait un plan, expliqua Lucie, étalant du beurre de cacahuète sur son pain grillé avec une concentration minutieuse. Opération famille pour toujours. Nathan a dit que son père était seul, mais qu'il ne l'admettrait jamais. Et je savais que tu étais seul aussi. Je n'étais pas seul, protesta Diane. Je t'avais, maman. Lucie lui lança un regard de patience exagéré. Tu étais souvent triste. Pas avec moi, mais quand tu pensais que je ne te regardais pas, Richard, qui avait bu tranquillement son café pendant cette révélation, posa sa tasse. Et en quoi consistait exactement cette opération? Nathan se rapprocha de la table en fauteuil roulant, l'air satisfait de lui-même. Premièrement, nous nous sommes assurés que vous passiez beaucoup de temps ensemble en demandant de l'aide pour les devoirs qui nécessitaient les 2. Ces projets scientifiques communs, réalisa Diane. Et l'arbre généalogique, ajouta Lucie. Ensuite, nous nous sommes assurés que vous vous voyiez être gentil avec nous. Lucie faisait semblant d'avoir besoin d'aide quand tu étais là, expliqua Nathan à son père. Et je posais des questions sur toi à Diane quand elle m'aidait avec ma thérapie, pour qu'elle sache de bonnes choses sur toi. Richard et Diane échangèrent des regards stupéfaits. Nous laissions aussi le film Parents Trap à la télé souvent, continua Lucie. Comme un indice. Très subtil, murmura Diane, luttant contre un sourire. Le tribunal était la meilleure partie, cependant, dit fièrement Nathan. Nous avons planifié exactement ce qu'il fallait dire au juge. Les sourcils de Richard se haussèrent. Vous avez planifié votre témoignage? Pas planifié, précisa Nathan. Nous nous sommes juste assurés de mentionner à quel point nous nous sentions comme une vraie famille et à quel point tout le monde est plus heureux maintenant. Lucie a eu l'idée de vous regarder comme des gens de cinéma. C'était basé sur une observation scientifique, dit sérieusement Lucie. J'ai tenu un tableau dans mon carnet pour suivre combien de fois par jour vous vous regardiez quand l'autre personne ne regardait pas. Les données étaient concluantes.
Diane se cacha le visage dans les mains, partagé entre l'embarras et le rire. Je n'arrive pas à croire que nous avons été manipulés par des enfants de 6 et 7 ans. Manipulés avec succès, fit remarquer Richard, le coin de sa bouche se contractant. Alors, quand est le mariage? Demanda Nathan sans détour. Puis-je être le porteur d'anneau? Lucie veut être la petite fille d'honneur. Nous n'avons pas encore discuté du timing, répondit Richard avec prudence. Nous venons de nous fiancer hier soir. Mais ce sera bientôt, n'est-ce pas? Insista Lucie. Avant Noël, nous pourrions avoir des lumières et de la neige et tout. Ma chérie, commença doucement Diane. Ces choses prennent du temps. Il y a beaucoup à considérer. Comme quoi, défia Nathan. Vous vous aimez. Nous vivons déjà ensemble. Qu'y a-t-il à considérer? Richard et Diane échangèrent des regards, reconnaissant silencieusement la sagesse simple de la question de Nathan. Nous en discuterons, promit Richard. Maintenant, n'est-il pas temps pour vous deux de vous préparer pour l'école? Après le départ des enfants pour l'école, toujours occupés à se féliciter de leur succès en matière de matchmaking, Diane trouva Richard dans son bureau, regardant pensivement une photo encadrée de Catherine. Des doutes? Demanda-t-elle doucement depuis la porte. Richard secoua la tête. Je fais juste la paix. Catherine et moi avons eu un bon mariage, mais c'était différent, plus conventionnel. Elle gérait notre vie sociale, soutenait ma carrière et aimait passionnément Nathan. Nous étions des partenaires au sens traditionnel. Il posa la photo et se tourna vers Diane. Ce que je ressens pour toi est différent. Tu me défies. Tu as créé ta propre place dans ce foyer par ta compétence et tes soins, pas par obligation sociale. Tu me donnes envie d'être meilleur en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Richard, dit doucement Diane, touché par son honnêteté. Je pense que Catherine approuverait, continua-t-il. Elle disait toujours que j'étais trop rigide, trop concentré sur l'efficacité plutôt que sur l'émotion. Tu m'as aidé à trouver un meilleur équilibre. Diane traversa la pièce pour se tenir à côté de lui. Je n'ai jamais voulu la remplacer dans la vie de Nathan ou la tienne. Tu ne l'as pas fait. Tu as créé quelque chose de nouveau, quelque chose dont aucun de nous ne savait avoir besoin avant ton arrivée et celle de Lucie. Richard lui prit la main. Ce qui m'amène à une question pratique. Les enfants ont raison. Pourquoi attendre pour formaliser ce que nous savons déjà être juste? Vous voulez vous marier bientôt? Dans le mois, si possible. Une petite cérémonie ici, à la maison. Juste nous quatre, quelques amis proches et qui tu veux de ta famille. Diane se tendit légèrement à la mention de la famille. Ce serait juste ma cousine Rachel de Seattle. Personne d'autre. Pas tes parents? Demanda Richard prudemment. Malgré tout, ce sont les grands-parents de Lucie. Ils ont eu 8 ans pour être les grands-parents de Lucie. Ils ont choisi de ne pas l'être. Richard hocha la tête, comprenant le parallèle avec sa propre situation avec ses parents. Et une lune de miel? Je possède une île privée dans les Caraïbes. Bien sûr, rit Diane. Mais qui s'occuperait de Nathan? Son équipe médicale l'a autorisé à voyager. L'île dispose d'une villa entièrement accessible et d'un personnel formé à ses protocoles de soins. Les enfants pourraient venir avec nous. Nous en ferons un voyage en famille. L'idée de vacances en famille, quelque chose que Diane et Lucie n'avaient jamais connu, était à la fois excitante et légèrement accablante. Vous rendez tout si simple. Certaines choses sont simples, insista Richard. T'aimer-les. Vouloir construire une vie avec toi et nos enfants l'est. Le reste n'est que logistique, et la logistique peut toujours être gérée. Diane hésita, puis décida d'aborder le sujet qui la préoccupait. En parlant de logistique, il y a la question d'un contrat de mariage. Je suppose que vos avocats en prépareront un. Richard l'étudia attentivement. Cela vous inquiète-t-il? Non, dit honnêtement Diane. Je comprends la nécessité compte tenu de votre richesse. Je veux juste m'assurer que Lucie est protégée si quelque chose arrive. J'ai déjà parlé à Harold ce matin, révéla Richard. Il prépare des documents qui non seulement protègent mes actifs existants, mais garantissent également votre sécurité et celle de Lucie à l'avenir, quoi qu'il arrive entre nous. Lucie aura une fiducie égale à celle de Nathan. Les yeux de Diane s'écarquillèrent. Richard, c'est juste, l'interrompit-il fermement. Ce sont des frères et sœurs maintenant à tous égards importants.
La simple déclaration arracha des larmes inattendues aux yeux de Diane. Merci de la voir de cette façon. Comment pourrais-je la voir autrement? C'est la petite fille qui a rendu le sourire à mon fils et l'espoir à moi. Richard lui serra la main. Maintenant, si vous êtes libre cet après-midi, il y a quelque chose que j'aimerais que nous fassions ensemble. Qu'est-ce que c'est? Visiter la tombe de Catherine. J'aimerais vous présenter correctement. La demande aurait pu paraître étrange venant de n'importe qui d'autre, mais Diane comprit immédiatement. Je serais honoré. Cet après-midi-là, ils se tenaient ensemble devant la pierre tombale simple mais élégante du cimetière privé à l'orée du domaine Turner. Richard déposa des fleurs fraîches à côté de la dalle de marbre, puis resta silencieux un instant avant de parler. Catherine, voici Diane. Elle a ramené la vie dans notre maison et a aidé Nathan à s'épanouir d'une manière que je ne pouvais pas gérer seul. Je pense que tu l'aurais beaucoup aimé. Diane s'agenouilla et ajouta son propre petit bouquet à côté du plus grand arrangement de Richard. Je prendrai bien soin d'eux, promit-elle doucement, et je m'assurerai que Nathan sache toujours à quel point sa mère l'aimait. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers la maison, Diane sentit un sentiment d'achèvement, comme si la dernière pièce d'un puzzle complexe s'était mise en place. Leur voyage, de cette première rencontre à la cafétéria à ce moment, avait été inattendu et difficile, mais indéniablement juste. Les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Richard aborda leur mariage avec la même efficacité ciblée qu'il apportait aux acquisitions commerciales, tandis que Diane veillait à ce que les enfants restent au centre de chaque décision. Lucie se lança dans les préparatifs de la petite fille d'honneur avec un enthousiasme caractéristique, tandis que Nathan assuma ses responsabilités de porteur d'anneau avec un sérieux solennel. Deux événements notables se produisirent pendant cette période. Premièrement, les parents de Richard envoyèrent une carte les félicitant de leur fiançailles après avoir vu l'annonce dans la presse économique. Richard la lut une fois, puis la classa sans réponse. La blessure était trop profonde pour une guérison facile, bien que Diane espéra que le temps finirait par créer une opportunité de réconciliation. Deuxièmement, Diane a reçu un email inattendu de sa mère contenant seulement 5 mots, « Nous avons eu tort. Pardonnez-nous ». Après mûre réflexion et une longue conversation avec Richard, Diane a envoyé une réponse soigneusement formulée, ouvrant la porte à un éventuel contact futur tout en établissant des limites claires concernant leur relation avec Lucie. Ils devront gagner leur place dans sa vie, expliqua Diane à Richard. Tout comme vos parents le feraient avec Nathan si vous décidiez un jour de renouer les liens. Richard hocha la tête, comprenant le parallèle avec sa propre situation avec ses parents. La famille, c'est ceux qui sont là constamment. Le sang n'est que de la biologie. À l'approche de leur jour de mariage, Diane se retrouva à réfléchir à la série extraordinaire d'événements qui les avaient menés à ce point, tout commençant par un moment de gentillesse dans une cafétéria d'école primaire. Lucie aidant Nathan à se relever avait mis en mouvement des changements qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, créant une famille forgée non par obligation ou tradition, mais par choix et par amour. La veille du mariage, après que les enfants se furent endormis, Diane et Richard s'assirent sur la terrasse surplombant les jardins où leur cérémonie aurait lieu le lendemain. Nerveuse, demanda Richard, remarquant son silence. Pas à propos de t'épouser, l'assura Diane, juste en pensant au chemin parcouru. Il y a 6 mois, je servais du café dans un restaurant et vivais dans un refuge. Demain, j'épouse l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Ce n'est pas pour ça que tu m'épouses, n'est-ce pas, demanda Richard, une rare note de vulnérabilité dans sa voix. Diane se tourna vers lui, surprise. Bien sûr que non. Je t'épouse parce qu'entre la gestion de ta maison et la défense de ton fils, je suis tombée amoureuse de l'homme derrière l'empire milliardaire. L'homme qui vérifie la respiration de Nathan chaque nuit avant de se coucher. L'homme qui a appris à tresser les cheveux de Lucie quand j'avais la grippe. L'homme qui me voit vraiment, non pas comme une employée ou un cas de charité, mais comme une partenaire égale. L'expression de Richard s'adoucit. Je ne pensais pas retrouver cela après la mort de Catherine. Je m'étais résigné à n'être que le père de Nathan et le PDG de Turner Industries, rien de plus. Et maintenant je suis sur le point de redevenir un mari et un père pour Lucie ainsi que pour Nathan. Mon monde s'est élargi d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Il lui prit la main, son pouce traçant des motifs sur sa paume. Merci pour ce cadeau. Nous nous sommes fait ce cadeau mutuellement, corrigea doucement Diane. Nous 4. De la fenêtre de la chambre de Nathan à l'étage, Lucie et Nathan observaient leurs parents sur la terrasse en contrebas, leurs petits visages illuminés par les douces lumières du jardin. Opération famille pour toujours et officiellement terminée,
murmura Nathan triomphalement. Lucie hocha solennellement la tête. Mission accomplie. En effet, ce qu'aucun des deux enfants ne savait, c'est que les plus grands défis et triomphes de leur famille nouvellement formée étaient encore à venir. Mais c'est une histoire pour un autre jour. La neige tombait doucement sur le domaine Turner le matin de Noël, 5 ans après que Lucie ait aidé Nathan pour la première fois à la cafétéria de l'école. Les frontières autrefois claires entre la maison principale et la maison d'amis avaient depuis longtemps disparu, le cottage servant désormais de bureau à domicile à Diane et de lieu de retraite occasionnel pour toute la famille. Dans le grand salon, un énorme sapin de Noël trônait à côté de fenêtres allant du sol au plafond, ses lumières scintillant dans l'obscurité du petit matin. En dessous se trouvaient des cadeaux soigneusement emballés, certains élégamment par des mains professionnelles, d'autres portant les signes révélateurs d'un emballage enthousiaste mais imparfait d'enfant. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Diane disposer de frais petits pains à la cannelle sur un plateau, ses mouvements aussi efficaces et gracieux que lorsqu'elle avait pris en charge la gestion de son foyer. L'anneau d'or à sa main gauche attrapait la lumière tandis qu'elle travaillait, accompagnée maintenant d'une bague d'émeraude, un cadeau de leur 5e anniversaire offert quelques jours plus tôt. Ils vont se lever bientôt, observa Richard, vérifiant sa montre. Moins de 10 minutes si l'histoire est un indicateur. Diane sourit. Lucie était déjà réveillée quand je suis passé devant sa chambre, faisant semblant de dormir, mais je l'ai vue regarder l'heure sur son téléphone. 12 ans et toujours excitée par le matin de Noël, s'émerveilla Richard. J'espère que ça ne changera jamais. Certaines choses devraient rester les mêmes, acquiesça Diane, ajoutant des tasses pour le chocolat chaud sur le plateau. Comment va Nathan ce matin? Le nouveau médicament semble aider. Sa respiration était stable toute la nuit et il n'a pas eu besoin d'oxygène supplémentaire. 5 années avaient apporté des changements significatifs à leur famille. Nathan, maintenant âgé de 11 ans, utilisait un fauteuil roulant motorisé pour la plupart des activités, bien qu'il utilisât encore des béquilles spécialisées pour de courtes distances pendant la kinésithérapie. L'initiative de la Fondation Turner pour la dystrophie musculaire avait financé des recherches prometteuses, y compris le traitement expérimental que Nathan avait commencé il y a 3 mois. Lucie était passée d'une fille de 7 ans, sérieuse et pragmatique, à une jeune fille de 12 ans, confiante et compatissante, passionnée par la science et la médecine, inspirée, disait-elle souvent, en observant le travail de l'équipe médicale de Nathan. Richard l'avait légalement adoptée 2 ans après le mariage, bien qu'elle ait conservé le nom de Williams à côté de Turner en l'honneur de son père biologique. Diane avait obtenu son diplôme en administration des soins de santé tout en développant un programme de fondation qui fournissait un logement et un emploi aux familles sans abri, transformant son expérience personnelle en un changement systémique. Richard avait progressivement délégué davantage de ses responsabilités commerciales quotidiennes, se concentrant plutôt sur la famille et la philanthropie. Le bruit des moteurs de fauteuils roulants précéda l'arrivée de Nathan dans le grand salon, Lucie le suivant de près, toujours en pyjama, ses cheveux en tresses désordonnés. « C'est Noël », annonça Lucie inutilement, son excitation palpable. « On peut ouvrir les cadeaux maintenant. » Le petit déjeuner d'abord, leur rappela Diane, un argument traditionnel qu'ils rejouaient chaque année. Un cadeau chacun avant le petit déjeuner, rétorqua Richard, son compromis annuel. Ensuite le petit déjeuner, puis le reste. Papa gagne toujours cette négociation, observa Nathan, manœuvrant habilement son fauteuil roulant à côté du canapé. Sa voix avait légèrement baissé au cours de la dernière année, l'un des nombreux changements marquant son approche de l'adolescence. Parce que papa a appris du meilleur négociateur, dit Richard, ébouriffant affectueusement les cheveux de Nathan. Tu aurais dû voir ta mère lors des réunions de conseil. Elle pouvait surclasser n'importe qui. La mention de Catherine était naturelle, confortable, faisant partie de l'histoire partagée de leur famille plutôt qu'une absence douloureuse. Richard et Diane avaient travaillé dur pour maintenir vivante la mémoire de Catherine pour Nathan tout en construisant leur nouvelle identité familiale. Alors que les enfants choisissaient leur premier cadeau, la sonnette retentit de manière inattendue. Richard fronça les sourcils. Qui pourrait être là à 7 heures du matin le jour de Noël? C'est peut-être les Peterson, suggéra Diane. Anne? Ils ont dit qu'ils passeraient peut-être avec ce cadeau pour la collection de Nathan. Cependant, lorsque Richard ouvrit la porte d'entrée, il trouva non pas leur voisin, mais un couple âgé se tenant nerveusement sur le porche, des flocons de neige saupoudrant leur manteau. Maman, papa. La voix de Richard résonna jusqu'au grand salon, faisant Diane poser sa tasse de café avec surprise. Robert et Eleanor Turner n'avaient pas vu leur fils ou leur petit-fils depuis plus de 10 ans,
la communication limitée à des cartes occasionnelles et des invitations à se rencontrer 2 fois refusées. Richard avait maintenu sa distance malgré les 12 encouragements de Diane à envisager la réconciliation, la blessure de leur trahison étant encore trop profonde. Richard, commença son père avec hésitation. Nous savons que nous ne sommes pas invités, mais c'est Noël et nous ne rajeunissons pas. Nous voulons juste voir Nathan, ajouta sa mère, la voix légèrement tremblante. Et rencontrer ta nouvelle famille, si tu nous le permets. Richard resta figé dans l'embrasure de la porte, des émotions complexes traversant son visage. Diane s'approcha doucement, posant une main de soutien sur son bras. Richard, murmura-t-elle. C'est ta décision. Pendant un long moment, Richard ne bougea pas. Puis, derrière eux, la voix de Nathan appela. Papa, qui est-ce? Le son de la voix de son fils sembla briser la paralysie de Richard. Ce sont tes grands-parents, Nathan. Mes parents. Ceux de Floride, demanda Nathan, se rapprochant en fauteuil roulant. Ceux qui m'ont envoyé le kit d'avion miniature le Noël dernier. Oui, confirma Richard, sa voix soigneusement neutre. Nathan considéra cette information pensivement, puis s'adressa directement au couple âgé. Voulez-vous entrer? Nous avons des roulés à la cannelle et du chocolat chaud, et il fait froid dehors. La simple hospitalité offerte librement par un enfant qui n'avait jamais connu ses grands-parents brisa enfin la tension. Richard s'écarta, permettant à ses parents d'entrer. 20 minutes, dit-il doucement à Diane tandis que les aînés Turner s'avançaient hésitamment dans le hall. C'est tout ce que je peux promettre. C'est un début, répondit Diane, lui serrant la main. Plus tard ce soir-là, après le départ des aînés Turner avec des projets timides de se revoir pour l'anniversaire de Nathan, les 4 s'assirent ensemble dans la douce lueur des lumières de l'arbre de Noël. Nathan et Lucie étaient absorbés par l'assemblage d'un complexe jeu de Lego qu'ils avaient reçu, leur tête penchée en concentration. Tu avais raison, dit doucement Richard à Diane. À propos du fait que la famille est plus que la biologie, à propos de la possibilité du pardon. Diane s'appuya contre son épaule. Ils ont fait le premier pas. Cela a demandé du courage. Pas autant de courage que d'accepter ma proposition il y a 5 ans, rétorqua Richard avec un petit sourire. Épouser le difficile milliardaire avec un fils médicalement complexe. Épouser l'homme que j'aimais, qui se trouvait être un milliardaire avec un fils extraordinaire, corrigea Diane. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Mieux que d'avoir aidé Nathan ce jour-là à la cafétéria, demanda Lucie, révélant qu'elle avait écouté leur conversation malgré son apparente absorption par la construction de Lego. Ce n'était pas vraiment une décision, réfléchit Diane. C'était juste toi qui étais toi, voyant quelqu'un qui avait besoin d'aide et lui offrant sans hésitation. Parfois, les plus petites actions ont les plus grandes conséquences, observa Richard. Un instant de gentillesse a changé toutes nos vies. Nathan leva les yeux de son projet Lego. Lucie, tu te souviens quand nous avons fait cet arbre généalogique en première année? Celui où nous nous sommes mis tous les 4 au milieu. Lucie hocha la tête. Il est toujours dans ma boîte à souvenirs. Nous devrions le mettre à jour, suggéra Nathan. Ajouter les nouveaux cousins du côté de maman. Peut-être même les parents de papa maintenant. Les arbres généalogiques grandissent toujours, acquiesça Diane. C'est ce qui les rend beaux. Alors que la soirée s'approfondissait, Nathan finissant par s'endormir sur le canapé et Lucie recroquevillée lisant son nouveau livre, Richard entraîna Diane dehors sur la terrasse enneigée. La pleine lune illuminait le paysage blanc, créant une lueur argentée magique sur tout le domaine. Il y a 5 ans ce soir, tu as accepté de m'épouser, lui rappela Richard. La meilleure veille de Noël de ma vie. La mienne aussi, dit doucement Diane, bien que celle-ci soit en 2e position. Richard l'enlaça, son souffle visible dans l'air froid. Qu'est-ce que les 5 prochaines années nous apporteront, selon toi? Diane considéra la question sérieusement. Plus de défis. Certes, l'état de Nathan progressera malgré les nouveaux traitements. Lucie deviendra adolescente avec tout ce que cela implique. Tes parents feront partie de nos vies ou s'éloigneront à nouveau. Mes parents poursuivront leurs efforts de réconciliation prudents. Tu as toujours été pratique, observa Richard avec affection. Mais aussi plus de joie, continua Diane. Plus de moments comme ce soir, plus de croissance en tant qu'individu et en tant que famille, plus d'opportunités d'aider les autres comme nous avons eu la chance de nous entraider. Richard hocha la tête, son regard se posant sur la fenêtre où ils pouvaient voir leurs enfants dans la lumière chaude du grand salon. Nathan dormant paisiblement.
Lucie veillant silencieusement sur son frère tout en étant absorbée par son livre. De la tragédie au triomphe, murmura Richard. D'étranger à famille. Ou d'une rencontre fortuite dans une cafétéria d'école à une vie construite ensemble, ajouta Diane alors qu'ils se tenaient ensemble dans la nuit calme de Noël. Diane réfléchissait au chemin qui les avait menés jusqu'ici, un chemin qui avait commencé par un simple acte de gentillesse d'une fillette sans abri de 7 ans envers le fils paralysé d'un milliardaire. Ce moment avait mis en mouvement une chaîne d'événements qui avait transformé 4 individus brisés en une famille plus forte qu'aucun d'eux n'aurait pu le devenir seul. La vie continuerait d'apporter des défis, la condition progressive de Nathan, l'adolescence de Lucie, les réconciliations familiales, les exigences professionnelles. Mais ils affronteraient chacun d'eux ensemble avec la résilience et l'amour qu'ils avaient bâtis au cours de ces 5 années remarquables. À l'intérieur de la maison chaleureuse, sous les lumières scintillantes du sapin de Noël, 2 enfants qui avaient autrefois été des étrangers reposaient maintenant en tant que frères et sœurs, sûrs d'appartenir l'un à l'autre. Et dehors, dans la neige éclairée par la lune, les parents qui s'étaient trouvés l'un l'autre grâce au lien de leurs enfants embrassaient l'avenir qu'ils avaient créé ensemble, un avenir bâti sur la compassion, la compréhension et le pouvoir durable d'un petit acte de gentillesse qui avait tout changé.